Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer donc à ce webinaire dédié aux achats publics responsables pour le segment travaux publics. Ce webinaire a été organisé avec le soutien financier de l'Agence de la transition écologique, donc l'ADEME, et en partenariat avec la CERC Nouvelle-Aquitaine, ODIS, la FNTP et la FRTP. Côté 3R, les sujets voirie et plus globalement travaux publics ont déjà fait l'objet par le passé de groupes de travail ainsi que d'un appel à manifestation d'intérêt, donc d'accompagnement des acteurs de la commande publique. Et ces sujets constituent toujours un sujet de sollicitation de la part de nos adhérents, notamment via les entrées biodiversité, décarbonation ou bien encore gestion des déchets. Aussi, au vu de l'intérêt porté, nous avons décidé de réitérer l'organisation avec nos partenaires d'un temps d'échange via le webinaire de ce jour. Donc, au programme de ce webinaire, on va débuter avec une rapide présentation des structures co-organisatrices de ce temps d'échange. On abordera en suivant la réglementation liée au segment d'achat travaux publics et on abordera également un benchmark des sponsors qui a été réalisé en Nouvelle-Aquitaine pour faire un zoom sur le segment d'achat travaux publics. On enchaînera avec une présentation des enjeux développement durable appliqués au segment TP. Ensuite, on enchaînera avec un état des lieux régional sur les déchets inertes présenté par la CERC Nouvelle-Aquitaine. Puis une présentation des outils à disposition avec un zoom sur l'outil CFTP, avec une présentation de la FNTP. Et puis nous terminerons avec un partage retour d'expérience de Limoges Métropole. Et enfin, donc, temps d'échange. À ce sujet, pour le temps d'échange, n'hésitez pas à porter vos questions sur le chat. Nous y reviendrons en fin de webinaire. Nous reprendrons vos éventuelles remarques et questions. Et si vous souhaitez à cette occasion ouvrir votre micro pour apporter des compléments ou vous-même porter la question, n'hésitez pas. Donc, je vais démarrer cette présentation des structures organisatrices avec la CERC Nouvelle-Aquitaine. Donc, Alicia, je vous laisse la parole. Bonjour, donc Alicia Gaury de la CERC. Aujourd'hui, je serai accompagnée de mon collègue Kéliam, que je laisse se présenter. Bonjour, Kéliam Lamarie de la CERC Nouvelle-Aquitaine. Donc on sera deux pour vous présenter effectivement des éléments, des travaux que la CERC réalise. Donc la CERC, c'est la cellule économique régionale de la construction. Donc comme son nom l'indique, on travaille sur tout ce qui est lié à la filière construction à travers notamment 5 pôles principaux. Une partie sur tout ce qui est lié à la conjoncture, la connaissance des marchés, une partie sur les déchets, les matériaux et l'économie circulaire, donc la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis on a d'autres thématiques comme la transition énergétique et ce qu'on a appelé bâtiment durable. Et on a le pendant avec les travaux publics durables, tout ce qui est lié aux infrastructures et aux équipements. Et un dernier volet sur l'emploi, les métiers, la formation. Notre structure, elle est régionale. On a des membres que vous pouvez voir apparaître donc sur le diaporama à droite. Et on a une organisation, une coordination nationale avec les autres cercles des autres régions pour avoir des travaux qui soient un petit peu répartis sur le territoire. Voilà, je vous en dis pas plus, on développera sur nos travaux tout à l'heure. J'avais coupé le micro. Très bien, merci. Mathilde, je te laisse la parole pour la suite. Bonjour à tous, donc je suis Mathilde Pinteau et je suis référente territoriale à ODIS. Donc ODIS, on est un cluster de la construction et de l'aménagement durable et innovant en Nouvelle-Aquitaine. On fait partie au niveau national du réseau bâtiment durable qui rassemble l'ensemble de nos homologues sur les autres régions et ce réseau est animé par l'ADEME. Donc, on est une équipe de 15 personnes réparties sur l'ensemble du territoire. Donc, vous allez avoir des homologues référents territoriaux comme moi qui vont être vos portes d'entrée pour toute thématique et on aura des collaborateurs sur des sujets plus spécifiques liés aux démarches quartier durable, économie circulaire ou innovation qui pourront vous accompagner sur vos territoires. Grosso modo, nos missions sont vraiment d'accompagner les acteurs de la filière, pour vous accompagner à œuvrer et au changement de pratique, à faire connaître et faire savoir les animations de tous,
On est financé par la région, l'ADEME et l'ADREAL qui soutiennent nos actions et qui nous aiguillent, et également l'ensemble des grandes collectivités de la région et nos membres fondateurs, donc les organismes professionnels que vous voyez sur la droite, dont la FRTP, les centres d'innovation type Innovatech, etc. Nos adhérents, ce sont les acteurs de la construction et de la rénovation. Donc à la fois de l'acte de construire, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, jusqu'à l'association de déconstruction, jusqu'à les architectes, les bureaux d'études. Et donc ce qui nous confère la possibilité de vraiment pouvoir traiter les sujets sur l'ensemble de ces étapes. J'ai fini la présentation par une petite slide un peu de présenter toutes les animations qu'on peut vous proposer, qui peuvent être des visites de chantier, donc je vous ai dit, on était centre de ressources, donc des documents qui peuvent être mis à votre disposition pour trouver des contacts, pour trouver des nouvelles pratiques ou des mises en application. Et on est étroitement lié avec nos homologues au travers de différentes actions de type le pacte bois biosourcé, le OFF qui est un concours pour mettre en avant les projets de construction durables et innovants. Et on a aussi la possibilité de pouvoir monter des formations pour finaliser et accompagner de façon plus technique aussi les thématiques que nous traiterons. Voilà. Bonjour, donc je suis Sylvain Lecoq, je suis le secrétaire général de la Fédération régionale des entreprises de travaux publics. Donc je vous présente sommairement comment est organisée la FRTP et nos missions auprès des entreprises régionales. Donc on a noté à peu près 900 entreprises sur le territoire néo-aquitain. On travaille sur différents sujets d'infrastructure, en fait toutes les infrastructures. C'est parfois résumé sommairement un peu à la partie voirie, mais on a tout ce qui est eau, réseau d'eau potable, eau pluviale, assainissement, tout ce qui est l'aménagement des ports, des aéroports, tous les sujets d'énergie, éclairage public, photovoltaïque, même nucléaire, le génie civil. Donc la FRTP fédère un certain nombre de ce qu'on appelle des syndicats de spécialité au niveau national. Donc on a des entreprises qui sont souvent des entreprises ayant une activité un peu spécifique. Donc vous voyez, même sur le domaine ferroviaire, notre organisation territoriale, donc 4 sites, le siège à Bordeaux et des délégations à Limoges, à Poitiers, à Biarritz pour accompagner les adhérents et être au contact de nos maîtres d'ouvrage qui sont à 70-80% une maîtrise d'ouvrage publique. Donc les sujets de nos commissions, pour résumer l'activité, donc tout ce qui est, ils sont cités, je vais pas trop les détailler, mais c'est vrai qu'on intervient sur différents domaines d'activité. Aujourd'hui, on est sur le volet transition écologique, économie circulaire, puisqu'on a des commissions de travail sur ces sujets en lien avec les commissions nationales de la FNTP. Donc les missions sont celles d'une organisation professionnelle. Juste ne pas confondre, c'est souvent le cas avec la FFB. On est deux fédérations clairement distinctes. Donc ce qui est évoqué Alicia, une partie bâtiment, une partie travaux publics, même si on travaille ensemble sur certains sujets, on est dans le même immeuble à Bordeaux, mais les deux fédérations sont clairement distinctes. Diapo suivante, mais ce sera court. Voilà, c'est un résumé un peu des chiffres clés, 4,5 milliards de chiffres d'euros en Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 10% de la France, et ce que j'ai évoqué. Et diapo suivante, peut-être sur le terrain de jeu. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de remettre à jour avec la CERC sur le patrimoine d'infrastructure en Nouvelle-Aquitaine. Donc j'allais dire que pour nous, il y a du travail parce qu'il y a de l'entretien à faire sur les linéaires de réseaux d'eau potable, de ferroviaire, etc. Bon, je développe pas plus pour pas être trop long. Merci beaucoup. Et donc enfin, le réseau 3R. Donc le réseau 3R est un réseau régional qui a plusieurs objectifs, donc notamment d'accompagner la montée en compétences à la fois technique, juridique et organisationnelle des acteurs soumis au code de la commande publique, de susciter l'intérêt sur le sujet achat public responsable, que ce soit auprès des élus, des agents, des fournisseurs ou autres acteurs du territoire. Nous valorisons et partageons les retours d'expérience, que ce soit sous format témoignage vidéo, article ou également fiche retour d'expérience sur différentes thématiques que nous mettons en avant sur le site de 3R. Et enfin, dernier objectif, de favoriser les échanges et les rencontres
donc entre acteurs soumis au code de la commande publique, que ce soit échange interstructures ou avec les territoires voisins. Juste à titre d'information, donc en 2025, 110 adhérents, dont 80% de collectivités. Outils et services de 3AR, donc on propose notamment l'outil l'AREF, qui est un outil en libre consultation sur le site de 3AR, qui permet de consulter pour certains segments d'achat la réglementation. Donc, nous vous invitons à les consulter en amont de la rédaction des marchés publics. Le guichet vert, donc c'est un dispositif mis en place dans le cadre du plan national achat durable. C'est un conseil environnemental de premier niveau que nous vous apportons, gratuit et de courte durée, qui peut concerner par exemple des interrogations sur l'intégration de clauses environnementales au sein de vos marchés. Le centre de ressources, donc là c'est un service à disposition uniquement des structures adhérentes au réseau. Donc, c'est vraiment une bibliothèque de ressources où vous pouvez retrouver des exemples de pièces de marché, des guides méthodologiques, des guides techniques, et puis tout ce qui est replay ou support des animations que nous organisons, ainsi que les supports des newsletters que nous envoyons aux structures adhérentes. Et enfin, rapidement, autre service outil que nous proposons. Donc, pour les structures adhérentes, nous pouvons venir animer un temps de sensibilisation et de fresques sur les achats publics durables directement au sein de vos structures. Nous proposons également des formations, des newsletters, des groupes de travail, ainsi que des parcours d'animation thématiques et également donc des événements ouverts à tous tels que les matinales techniques ou encore la journée annuelle des achats publics responsables qui aura lieu cette année le 26 mai. Donc, on enchaîne avec la deuxième partie de ce webinaire, la réglementation sur le segment d'achat ainsi que le benchmark sur les SPASR. Donc, en ce qui concerne la réglementation, juste en amont pour revenir sur la définition des achats publics responsables durables. Donc là, selon la source du PNAD, donc un achat public durable, c'est un achat qui prend en compte donc les trois piliers du développement durable, à savoir l'environnement, le pilier social et le pilier développement économique. C'est un achat qui prend en compte également l'intérêt donc de l'ensemble des parties prenantes concernées par l'acte d'achat, qui permet de réaliser des économies intelligentes au plus près du besoin. Donc un besoin qui est l'analyse du besoin est une des étapes importantes du processus achat, qu'il est important de rappeler. Et puis donc un achat durable, c'est un achat qui prend en compte aussi les différents impacts sur l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit ou de la prestation concernée par l'achat. En ce qui concerne plus exactement donc l'approche cycle de vie avec un zoom sur le segment d'achat TP, donc là juste on reprend la boucle précédente. Donc en ce qui concerne notamment matières premières, on retrouve notamment des impacts au niveau de l'extraction des ressources naturelles, également émissions de gaz à effet de serre, consommation d'énergie. Pour les étapes de production, transport, donc émissions éventuelles liées au chantier, transport, éventuelle nuisance locale, perturbation des milieux, et pour tout ce qui est utilisation, donc notamment penser activité, qualité d'usage, coût d'exploitation et de maintenance, les éventuelles émissions induites par l'usage avec entretien, éclairage, etc., augmentation du trafic, plus notamment pollution locale sur l'air, l'eau ou encore les sols. Et enfin, fin de vie, impacts environnementaux, notamment liés à la gestion des déchets ou bien encore coût du traitement des déchets. Donc, voilà. Là, juste rappeler que orienter ces achats vers les solutions ayant un moindre impact sur l'ensemble du cycle de vie et le réflexe à avoir lors de la rédaction de vos marchés. Si nous revenons rapidement sur les textes réglementaires, donc là, juste, je reviens sur 2014, la loi économie sociale et solidaire. Je l'aborde parce qu'en suivant ma collègue Léonie abordera le benchmark des SPASR. Donc, cette loi a été la première à introduire l'obligation, dans certains cas, de réalisation d'un SPASR. Alors, à ce moment-là, c'était un schéma de promotion des achats socialement responsables. L'aspect écologiquement est rentré en vigueur l'année suivante. 2015, donc la loi de transition énergétique, je ne m'étape pas dessus sur l'article 79 parce qu'il y aura une diapo dédiée en suivant. Nous évoquons également la loi AGEC qui a été promulguée en février 2020. Donc là, elle concerne différentes catégories d'achat. Et nous l'évoquons parce que parmi les 17 catégories d'achat, donc c'est l'article 58
qui concerne l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi et intégrant de la matière recyclée. Et donc, notamment, parmi les segments d'achat concernés, il y a les bâtiments modulaires. Donc, ça peut être concerné lors des travaux en TP. Et puis également, mobilier urbain. Et enfin, donc, loi climat et résilience, et j'y reviens en suivant, sur l'obligation d'intégration de considérations environnementales et sociales. Donc, le zoom sur obligations sectorielles avec l'article 79 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, notamment voilà, certains pourcentages à retenir et à avoir en tête. Donc, depuis 2020, 70% minimum de matières et déchets produits sur les chantiers de construction et d'entretien routier doivent être réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière. Et également, donc, retenir qu'au moins 60% en masse donc, des matériaux chantiers de construction routier utilisés pendant l'année soient bien issus du réemploi, réutilisation, recyclage, donc 20% dans les couches de surface et 30% dans les couches d'assises. Donc là, n'hésitez pas à vous référer à l'outil LAREF que j'ai évoqué précédemment et qui est en libre consultation sur le site de 3AR pour revoir justement les réglementations applicables au segment d'achat travaux publics. Peut-être un petit insert sur le sujet aussi dans les textes qui nous impactent et nous concernent, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. J'étais en réunion ce vendredi justement sur le sujet de l'électrification des usages qui du coup va impacter beaucoup nos entreprises du domaine de l'énergie. Donc évidemment tout ce qui est bornes électriques, installation de recharge, etc. Donc c'est vrai que le volet un peu transition énergétique prend du poids en lien avec le sujet de décarbonation. Et je cite juste, donc je suis accompagné moi de Tom Bimon de la FNTP qui évoquera un petit peu ce sujet, ces sujets de décarbonation et de plan de décarbonation du secteur en lien avec ses obligations réglementaires. Mais c'est vrai que le lien intuitivement avec la PPE et l'activité des travaux publics et l'action des maîtres d'ouvrage est impactant. Merci pour ce complément. Je poursuis avec l'article donc 35, loi climat et résilience. Donc, à partir du 22 août 2026, 100% des marchés devront intégrer donc une considération environnementale. Par considération environnementale, on entend donc notamment une spécification technique ou une condition d'exécution, plus un critère d'attribution environnementale. L'entrée en vigueur de l'article 35, c'est aussi la fin du critère d'attribution prix, notamment prix unique. Là, il conviendra que si jamais vous avez recours à ce critère-là, que ce soit un critère coût global intégrant des considérations environnementales ou fondées sur le coût du cycle de vie. Donc, vu auparavant, avec les différentes étapes du cycle de vie, du produit ou du bien acheté. En ce qui concerne les considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, donc là, ce sera une obligation d'intégrer une condition d'exécution pour les marchés dont le montant est supérieur au seuil européen. Donc voilà, vous pouvez retrouver davantage d'informations sur les fiches de la direction des affaires juridiques qui ont été actualisées en septembre 2024. Et je laisse la parole à Léonie pour aborder donc le benchmark des Spazer qui a été réalisé. Oui, donc là, l'idée, c'est comme on a un réseau, on fédère pas mal de structures qui mettent en place des politiques d'achat responsables. Et parmi elles, il y en a qui élaborent des Spazer. Donc les Spazer, Marie en a parlé brièvement tout à l'heure. C'est des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Et c'est des sortes de politiques cadres qui viennent structurer l'achat durable au sein des structures. Donc toutes les collectivités plus qui ont un volume d'achat supérieur à 50 millions d'euros d'achat sont obligés d'en faire un. Et il y en a qui en font aussi de manière volontaire, on va voir ça. Donc là, dans les Spazer de nos adhérents, on en a 7 qui intègrent des dispositions relatives à la voirie durable, dont 2 qui expriment des objectifs chiffrés. Donc, on va un peu les décortiquer ensemble. Donc, déjà, il y a 3 Spazer départementaux, ce qui est logique, hein, puisque les départements ont une forte compétence de la voirie, du fait des routes départementales. Donc, il y a celui du département Charente-Maritime qui contient notamment une disposition sur l'augmentation de la part des agrégats dans les formules d'enrobés mises en œuvre. Donc, d'ici 2028, atteindre entre 35 et 40%. Et donc, ça, c'est en lien avec la loi transition énergétique pour la croissance verte que Marie a citée précédemment.
Il y a aussi une disposition liée à les enrobés tièdes, essayer d'augmenter la part des enrobés tièdes puisque ils sont moins consommateurs en énergie. Sur le département des Pyrénées-Atlantiques, on a également une disposition relative à l'utilisation des enrobés recyclés avec un objectif à 30% et à l'intégration de matériaux recyclés dans la construction de voiries avec un objectif à je vous ai mis à chaque fois les liens. Pour le département des Landes, donc là, il n'y a pas d'objectif chiffré, mais il y a également un objectif opérationnel de réutilisation des agrégats d'enrobés, d'utilisation d'enrobés tièdes ou à basse température et d'utilisation de matériaux issus de la réutilisation. Voilà. Donc ça, c'était pour les départements. Ensuite, si on arrive à l'échelle plutôt métropole, communauté d'agglomération, on en a 2. Donc le SPASER de Bordeaux Métropole qui contient également une disposition relative à l'intégration d'enrobés tièdes, au recyclage de déchets de chantier, au principe de réutilisation. Bon, on voit qu'il y a des choses qui sont... donc c'est un SPASER qui date un petit peu, mais il y avait déjà des choses qui étaient un peu inscrites sur la voirie. Donc ça peut être intéressant. Là, le Bordeaux Métropole, ils vont prochainement renouveler leur SPASER, donc ça pourrait être intéressant de se pencher là-dessus pour voir quelles dispositions sur la voirie seront intégrées. Et ensuite sur la CAPVP, il y a également donc toute une action qui consiste à privilégier les solutions limitant l'impact environnemental des marchés de VRD. Et du coup, on a aussi des dispositions relatives à la réutilisation d'enrobés ou de matières recyclées. Et il y a également quelque chose sur les pratiques innovantes pour l'enrobé, avec ici les liens de synthèse et dates de parking. Bon, on voit qu'ils essayent d'intégrer des choses relatives à l'innovation avec des moyens d'action associés, donc les rencontres avec les professionnels et les techniciens et le benchmark auprès des collectivités. Voilà, donc ça peut être intéressant à savoir, notamment pour s'inspirer ou pour aller contacter ces collectivités qui mettent en place des politiques d'achat durable. Donc là, je vous en ai mis 2 dernières qui ont mis des SPASER en place de manière volontaire. Donc c'est des communautés de communes en fait, donc elles sont pas soumises à l'obligation de rédiger un SPASER. Donc il y a la communauté de communes des Landes d'Armagnac qui met un indicateur sur le tonnage d'agrégats d'enrobés réellement enrobés. Donc on voit, ils essayent de mettre en place de l'économie circulaire dans leur voirie. Et il y a la Cortès aussi qui met en place des objectifs pour favoriser les revêtements d'enrobés à froid et exiger l'élaboration de bilans carbone. Donc ça, c'est pas forcément relatif typiquement à la voirie, mais on voit qu'ils ont quand même toutes ces actions-là, c'est pour les travaux publics routiers, avec un indicateur sur la limitation de gaz à effet de serre pendant l'exécution des marchés de fourniture. Voilà, c'était assez rapide. Je vous ai mis aussi les exemples d'indicateurs sur la voirie durable. Donc ça, c'est notamment pour les maîtres d'ouvrage pour s'inspirer un petit peu dans les objectifs qu'ils peuvent mettre en place sur le segment d'achat voirie. Voilà. Très bien, merci Léonie. Donc on va enchaîner avec la 3e partie de ce webinaire, à savoir les enjeux de développement durable appliqués au TP. Et donc on commence avec toi Mathilde. Donc ODIS, je te laisse la parole. Merci. Du coup, merci de vos présentations et de votre introduction. Effectivement, je prends la parole au temps de cluster pour évoquer la partie des travaux publics et le lien avec les développements durables et introduire une terminologie que vous avez sûrement déjà entendu parler. On parle souvent aussi d'urbanisme durable et qu'est-ce que ça englobe et quel est le lien avec notre thématique d'aujourd'hui. En fait, l'urbanisme durable, c'est une approche de planification et de conception qui vise justement à créer des communautés, des communes et des villes qui sont socialement équitables, économiquement viables et écologiquement durables à long terme. Donc on retrouve quoi ici? On retrouve notre triptyque du développement durable, donc le social, l'économie, l'écologie, et dans l'objectif de construire et de réhabiliter pour nos générations d'aujourd'hui, mais sans impacter nos générations futures, et en concevant aussi des rénovations, des conceptions qui soient moins impactantes environnementalement parlant. Donc derrière le terme urbanisme, il y a déjà beaucoup de termes qui ont été évoqués, il y a déjà pas mal de clés qui vous ont été données, et en fait l'urbanisme c'est un ensemble de thématiques qui sont bien complémentaires. Donc vous avez un exemple un peu juste en dessous, donc on va parler forcément, ce qu'on peut connaître le plus facilement, c'est là on va parler de biodiversité, on va parler de voirie, on va parler
de matériaux, mais en fait, l'urbanisme durable, c'est aussi la conception, c'est aussi le territoire, c'est aussi l'humain. Donc, l'objectif de ce webinaire était vraiment de vous accompagner pour vous proposer en fait des outils qui vous permettront en fait dans l'ensemble de ces thématiques d'y voir plus clair et d'y trouver en fait des méthodes de pratique qui répondent à ces enjeux sociaux, économiques et écologiques. Je peux passer la slide suivante. Donc du coup, comment on peut concevoir des territoires qui répondent à ces trois terminologies? En fait, l'urbanisme durable est censé répondre aux enjeux qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a des terminologies, encore une fois, qui ne sont plus à refaire. Donc on parle de changement climatique, on parle d'artificialisation des sols, on parle de qualité de vie, on parle d'inégalité des territoires. Donc l'urbanisme durable a vocation à répondre et à lutter contre ces changements-là et à vraiment apporter une sorte de résilience de nos territoires sur l'ensemble des thématiques évoquées avant. Comment ça se traduit dans notre quotidien? Typiquement, quand une collectivité veut refaire une route, par exemple, en intégrant une voirie cyclable, ça favorise en fait l'usage du vélo, donc ça impacte notre quotidien et notre mode de vie, et ça aussi favorise le mode de transport doux. Quand on refait un lotissement avec des voiries, avec la conception des espaces, y instaurer un espace public, ça apporte de l'attractivité et ça met aussi un lieu de cohésion sociale. Mais au-delà de tout ça, ce qu'on évoquait et ce qui évoquait juste avant 3AR, intégrer aussi par exemple la nature en ville, donc intégrer des espaces végétalisés, ça permet de lutter naturellement contre des îlots de chaleur qu'on connaît aujourd'hui et ça permet d'apporter aussi du coup cette fraîcheur et cette gestion aussi souvent de l'eau dans nos communautés de communes et dans nos villes et villages. Donc souvent l'urbanisme durable qu'on évoque, c'est notre thématique aussi d'aujourd'hui et c'est souvent lié avec l'autre terminologie qu'on peut retrouver, c'est un urbanisme qui est favorable à la santé. Donc juste après, je vous ai mis un petit peu un radar, ce qu'on appelle. Donc c'est sorti d'une étude d'une agence d'urbanisme bordelaise qui peut paraître un petit peu indigeste quand on le voit, et pourtant, en fait, ce radar-là vous permet justement, sur les termes évoqués et sur la complémentarité de ces sujets, de pouvoir comprendre en fait un petit peu aujourd'hui, par exemple, quels en est vos territoires, de quoi avez-vous besoin, et en fait d'identifier un petit peu les points sur lesquels vous devez le plus agir en essayant d'éviter d'omettre une thématique, car encore une fois, on cherche en fait des aménagements et des rénovations qui soient vraiment le plus écologiquement et le plus humain, enfin, qui ont un impact humain qui est plutôt favorable. Maintenant que je vous ai évoqué pas mal de sujets, je vais aussi vous parler un petit peu pratico-pratique. Donc, comment en fait comment ça se traduit cet urbanisme durable? Donc, juste après, vous allez avoir des exemples. Donc, effectivement, il y a eu pas mal de termes qui ont été évoqués, comme l'économie circulaire. On a parlé de la voirie, du revêtement qui est recyclé, qui pourrait être réutilisé. Ça peut être aussi des pierres, donc une déconstruction de bâtiments qui se retrouvent en fait en aménagement de murs dans nos places. Donc là, en fait, vous avez des exemples à Etagnac d'une collectivité qui avait un bâtiment qui était entièrement déconstruit, qui a réemployé l'intégralité de ces pierres, pour en faire un escalier urbain, donc ce qui fait que l'espace a été végétalisé. La végétalisation permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur et de pouvoir en fait bénéficier d'une ressource locale. À côté, c'est le projet de Bordeaux. Donc Bordeaux a été très ambitieuse avec l'objectif de désimperméabiliser une grande partie de ses cours d'école. Donc plus d'une centaine de cours sur plusieurs années sont projetés à être désimperméabilisés. Et c'est ce que je vous évoquais, le fait de réaménager cet espace, c'est une multiplicité d'usages aussi, c'est-à-dire que désimperméabilisation des cours d'école, c'est favoriser des enfants qui veulent courir, donc un espace qui va être plutôt actif. Mettre en place aussi un espace qui va être plutôt calme pour des enfants qui souhaiteraient plutôt être au coin d'un arbre à l'ombre et échanger ou jouer plutôt calmement. Et c'est aussi intégrer la végétalisation, donc avoir une pédagogie auprès des écoles pour pouvoir aussi comprendre un petit peu pourquoi et comment fonctionne un petit peu cet écosystème. Et ainsi, en fait, d'intégrer un lieu qui soit plus confortable pour ces jeunes profils. On parle aussi souvent de l'eau. Donc juste après, vous allez avoir un exemple. Par exemple, on va de plus en plus se poser les questions justement du flux de l'eau. Où est-ce qu'elle arrive, où est-ce qu'elle atterrit, comment on la gère. On a malheureusement vu souvent le cas des inondations. C'est aussi concevoir des zones tampons où quand il y a un surplus d'eau, comment on gère ce surplus et comment il est intégré. Donc là, vous avez un exemple avec l'aménagement du jardin de l'Ars qui permet en fait, qui a étudié la topographie du terrain pour pouvoir
maximiser les flux naturels en fait de cette gestion de l'eau et identifier des points clés pour pouvoir accueillir ce surplus en cas de quantité un petit peu extrême. La partie qu'on voit un peu moins et que je vous ai beaucoup évoquée, c'est le thème de l'humain. L'urbanisme durable, c'est aussi réintégrer l'humain dans les décisions. Et vous avez un projet qui suit la démarche quartier durable en Nouvelle-Aquitaine à Étré, donc du côté de La Rochelle, où là, l'innovation, ça a été d'intégrer vraiment la maîtrise d'ouvrage. Et c'est un collectif de citoyens, donc des futurs usagers, qui prennent partie prenante en fait des décisions qui sont prises sur cet aménagement de places, de bâtiments et d'espaces en fait urbains pour du coup répondre à leurs problématiques. Ils se sont tous réunis face à une ambition commune qui est de bien vivre et de bien veiller ensemble. Et en fait, ce collectif-là, du coup, devient la maîtrise d'ouvrage de ce projet. Et donc, ça permet aussi d'y faire les bons choix. Donc, il y a un jeu aussi intéressant avec les professionnels qui sont amenés à se repositionner des questions, du coup, pour vraiment expliquer les choix. Et finalement, la maîtrise d'ouvrage citoyenne, aussi a une acceptabilité beaucoup plus forte des choix qui sont faits. Ça veut dire que souvent, on a le cliché de se dire que c'est des personnes qui vont venir avec une liste à l'après-vert et qu'il faudra tout appliquer. Et en fait, en réalité, en ayant cet objectif commun de bien vivre ensemble, en fait, ils acceptent et ils comprennent les choix et les non-choix qui sont faits. Et donc, du coup, c'est une autre approche aussi d'un urbanisme et d'une décision, en fait, en tout cas, d'aménagement du territoire. Le dernier exemple que je voulais vous présenter, qui est aussi un exemple, j'ai essayé de prendre des exemples que vous avez un petit peu souvent au quotidien sur des terminologies et où on n'en voit pas forcément toujours derrière la compréhension de l'usage ou la finalité. C'est la réhabilitation de friches. Donc une friche, c'est un espace qui nécessite un aménagement et des travaux préalables obligatoires. Et donc là, vous avez l'exemple à Couzax en Haute-Vienne d'une ancienne friche militaire qui va être réhabilitée. Vous allez y retrouver une zone de travail avec une usine qui va être créée, une zone d'habitation, donc vous avez les projections. La conception et l'objectif de l'urbanisme durable, c'est de concevoir globalement. On a encore aussi eu la terminologie du coût global à intégrer dans nos prises de décision. Donc, concevoir globalement, c'est identifier avec avoir des places de parking désimperméabilisées, avoir des zones d'ombrage qui permettent d'apporter un espace de fraîcheur naturelle, une zone de cohésion avec un parc. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que c'était un espace, donc une friche avec un aménagement qui était nécessaire, mais c'était une friche aussi qui bénéficiait d'ores et déjà d'un espace arboré et d'une zone humide. Et en fait, au lieu de concevoir le projet en déplaçant tout, on a conçu le projet en prenant en compte ces zones naturelles qui existaient déjà. Donc, c'est un petit peu... Et pour ça, en fait, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous éclairer sur justement des choix et faciliter vos choix sur ces types de décisions. Et je voulais terminer ma présentation avec une démarche que vous retrouvez en Nouvelle-Aquitaine, qui est la démarche du quartier durable Nouvelle-Aquitaine, qui reprend un petit peu l'ensemble des thématiques que je vous ai évoquées et qui vous accompagne justement sur ces prises de décision globales quand on parle d'humain, de gestion de projet, de social, d'eau, et d'essayer d'y voir un peu plus clair avec un collectif de professionnels qui peuvent vous éclairer et ainsi de bénéficier d'une méthode en fait de décision et d'aménagement de la phase conception jusqu'à la phase usage, parce qu'on a bien dit que l'urbanisme durable, c'était de ne pas impacter les générations futures, donc jusqu'à la phase usage, pour identifier un petit peu tous les biais que vous pouvez rencontrer et essayer de vous accompagner collectivement pour concevoir en fait un projet qui soit le moins impactant environnementalement possible, mais le plus bénéfique pour l'humain. Voilà. Merci Mathilde. Donc, nous poursuivons avec une présentation. Donc oui, juste là, je vous laisse prendre note éventuellement des coordonnées, mais de toute façon, le support nous sera envoyé. Donc, nous poursuivons avec une présentation de la FNTP. Donc, Tom, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Tom Bimon, donc je travaille à la Fédération nationale des travaux publics, donc dans le même réseau que Sylvain et toute son équipe. Et je suis notamment en charge je travaille sur les différents sujets carbone en fait de la fédération, et notamment en charge du développement d'outils carbone que je présenterai un peu plus tard dans le webinaire. Et donc là, on va aborder plutôt le plan de décarbonation du secteur et quelques chiffres pour illustrer un peu et venir compléter tout ce qui a été présenté jusqu'à présent. Donc, slide suivante, s'il vous plaît, et celle encore d'après, en fait. Donc, la FNTP, en fait, a travaillé et travaille actuellement
sur suivre un peu l'évolution et le plan de décarbonation du secteur pour voir si les travaux publics se calquent aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc notamment, ce qu'on voit sur la première illustration, c'est qu'en 2021, la FNTP a travaillé avec le cabinet Carbone 4 sur évaluer les émissions de gaz à effet de serre, de l'impact de la construction des travaux publics. Donc vous voyez, donc sur des chiffres qui datent de 2018, cette évaluation a amené à un total de 23 millions de tonnes de CO2 pour les émissions de gaz à effet de serre des travaux publics, avec notamment une répartition sur 6 gros postes d'émissions, donc notamment toute la partie achat de produits ou de matières premières, qui est globalement le poste d'émission le plus impactant sur chantier, toute la production des matériaux. Également, pour 20% des émissions, on retrouvait tout ce qui était émissions directes des sources de combustion, bien par exemple l'usage de nos engins. Et enfin, 4 postes d'émissions plus resserrés et moins impactants au global sur chantier, tout ce qui est artificialisation des sols, distribution de l'énergie, encore transport des marchandises amont. Et donc à droite, je vous ai remis les objectifs en fait de la SNBC pour notamment à l'horizon 2030, une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de passer donc de 23 millions de tonnes de CO2 à 15,2 millions de tonnes de CO2. Donc justement, la FNTP travaille actuellement sur remettre à jour cette étude sur les années 2024 et 2025 pour voir si on arrive ou pas aux objectifs qui avaient été définis donc à l'échelle nationale. Diaporama d'après. Donc les actions à mettre en place, je pense que j'en apprends potentiellement à personne ici, mais globalement pour venir décarboner un petit peu tous ces postes d'émission-là et suivre cette stratégie nationale bas carbone, c'est notamment pour les engins et les carburants, inciter à l'usage de biocarburants, ou encore préparer à l'arrivée des engins décarbonés pour toute la partie matériaux qui, elle, on l'a vu, est le poste prédominant dans nos métiers, sur nos travaux. Ça va être notamment de favoriser le réemploi des ressources sur les chantiers ou encore d'adapter les normes de conception pour les producteurs de matériaux qui sont engagés dans des potentielles démarches de réduction d'émissions pour la production de leurs matériaux. Donc, comme je disais, donc sur la diapo d'après, la FNTP donc, est en train actuellement de mettre à jour l'empreinte sectorielle, puisque, comme vous avez vu, c'était une étude sur 2018, donc qui date un peu. On a besoin d'analyser où on se situe actuellement. Donc, ça passe par différents moyens, notamment via un outil Omega TP, que j'expliquerai juste après. Mais donc, les travaux en cours là, sur ce premier trimestre de l'année 2026, c'est en fait de recalculer. Tout d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recalculé l'empreinte précédente, donc qui était sur les chiffres de 2018, pour avoir une méthode de calcul reproductible. Parce que là où on a eu des problèmes, en fait, c'est que la méthode qui a été faite il y a donc 8 ans de ça pour venir évaluer les émissions de gaz à effet de serre, elle n'était pas forcément reproductible. Donc on a remis à jour la méthode, on a recalculé les chiffres de l'empreinte 2018, on est retombé sur les mêmes valeurs, donc voilà, c'est rassurant déjà. Et donc maintenant, avec notre nouvelle méthode, on essaie de venir calculer l'empreinte sur l'année 2024. Donc, comment on calcule cette empreinte? On vient récolter des données de la part des majors et des ETI, d'entreprises de travaux publics, et notamment via un outil, donc Omega TP, qui nous servira en fait à évaluer l'émission de gaz à effet de serre d'une organisation. Ce travail-là, sur l'empreinte 2024, il sera en fait pas vraiment communicable ni officiel, puisqu'en fait, c'est un peu une année de test pour voir si on arrive à des résultats cohérents. La vraie empreinte sectorielle qui sera communiquée, ce sera celle de l'année 2025 et qui sera publiée du coup en 2027, celle-ci. Et donc, suite à cette publication, on pourra observer est-ce qu'on on a réduit nos émissions par rapport aux chiffres précédents, là, les 23 millions de tonnes de CO2, et voir si globalement on se rapproche des objectifs à issue 2030 pour respecter les objectifs de la SNBC. En fait, là, on est plutôt sur une mise à jour de la méthodo et une évaluation de l'empreinte sectorielle sur l'année 2024. Donc, diaporama d'après, les premiers retours qu'on a eus, en fait, suite aux différents entretiens avec les majors et les ETI, et notamment également les PME et TPE, on a essayé de cibler en fait un panel d'entreprises assez large pour être représentatif du secteur. C'est qu'il y a forcément des freins qui sont rencontrés pour venir décarboner les activités du secteur. Donc là, j'ai focalisé sur la partie matériaux, par exemple. Ce qui a été relevé comme frein, c'est par exemple les normes, où aujourd'hui, les normes sont très conservatrices, donc forcément, la sobriété en matériaux, elle est assez limitée
en tant que levier de décarbonation. Également pour l'approbation des clients. On a des pistes d'innovation qui existent, comme des nouvelles formulations de béton, du réemploi de terre excavée ou encore de l'usage de matériaux recyclés, mais qui sont en fait pas encore systématiquement acceptés par les clients. Donc forcément, ça freine en fait à la décarbonation du secteur. Et également pour les fournisseurs de matériaux, pour la partie travaux publics, donc pas bâtiments, mais vraiment travaux publics, il y a encore très peu de fournisseurs aujourd'hui qui proposent des fournitures à empreinte carbone réduite et notamment du coup des fiches de déclaration environnementale et sanitaire associées à leurs produits. Donc c'est pareil, c'est également un frein qui limite en fait la décarbonation de ce poste massif qui étaient les matériaux. Donc c'est les premiers enseignements qu'on a eus là suite à l'évaluation et la mise à jour de cette empreinte sectorielle. En sachant qu'on espère que du coup ces éléments-là évolueront donc au fur et à mesure du temps qu'on mettra à jour l'empreinte annuellement. Diaporama d'après. Notamment donc pour mettre à jour l'empreinte et évaluer les émissions du secteur, on sert d'un outil, donc Omega TP, un outil développé par la FNTP qui est accessible en fait à tous les adhérents. Donc dans un premier temps, il est réservé aux entreprises d'OTP. À quoi sert l'outil? Il sert notamment à faire des bilans d'émissions de gaz à effet de serre réglementaires, donc notamment qui sont obligatoires pour des collectivités d'un certain nombre d'habitants ou des entreprises plus 50 000, pardon, pas de 50 000, de plus de 250 ou 500 salariés. Et donc, il sert notamment à venir renforcer sa compétitivité pour accéder à des marchés bas carbone. On a aujourd'hui des maîtres d'ouvrage qui demandent de temps en temps d'obtenir le bilan d'émissions réglementaires de l'entreprise en tant que levier pour venir accéder à des marchés plus bas carbone. Il sert également à venir anticiper les évolutions réglementaires qu'on a pu voir précédemment également dans la présentation et également de mettre en place un plan de décarbonation pour respecter les objectifs pareils de la SNBC. Donc cet outil-là, nous, pour la FNTP, il nous sert en fait d'outil de collecte de données. Donc on va récolter les données des entreprises qui viennent en fait saisir leurs données pour mettre à jour leur bilan des émissions réglementaires. Avec ces données-là, nous, on peut ensuite les extrapoler pour mettre à jour l'empreinte sectorielle et notamment, on a pour but d'essayer du coup de sectoriser par activité TP. Par exemple, la route, combien il pèse en termes d'émissions à l'échelle globale des TP, les travaux de canalisation, combien ça pèse à l'échelle globale, les travaux de fondation spéciale, et pour ensuite mettre à jour cette empreinte-là de manière plus régulière. J'ai dit annuellement tout à l'heure, mais c'est peut-être pas annuellement, mais en tout cas de manière plus régulière, mettre à jour l'empreinte pour suivre l'évolution du secteur. Donc l'outil Omega TP, il est en développement actuellement à la FNTP, c'est-à-dire qu'on l'avait déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui était assez simpliste, donc on le met totalement à niveau cette année. Donc en ce moment, il n'est pas disponible et donc il sera redisponible à partir de septembre-octobre de cette année. Diapo d'après. Donc là, je parlais surtout de l'évolution sectorielle des travaux publics. Là, je fais un focus plus spécifique sur notamment les marchés publics, puisqu'on a également fait une étude avec Vector Plus, où la FNTP est venue analyser un certain nombre de DCE pour voir un peu est-ce que des critères environnementaux étaient demandés dans des marchés, est-ce que des marchés étaient ouverts à variantes, et notamment comment ils étaient spécifiés dans les règlements de consultation. Donc, j'ai remis pour rappel la loi climat résilience. On l'a assez abordé depuis le début. Je vais pas refaire une passe dessus. Ce qu'on a trouvé et donc ressorti comme premier chiffre sur cette étude dans les marchés publics, c'est qu'aujourd'hui, on avait 14% des marchés qui étaient ouverts à variantes, à savoir que les DCE analysés étaient entre l'année 2022, 2023, 2021, 22, 23, voire 24. Donc 14% des marchés étaient ouverts à variantes, 68% des marchés présentaient au moins un critère environnemental. Ça va forcément évoluer avec la réglementation qui arrive en août 2026. Et 95% des marchés présentaient une clause environnementale d'exécution. C'est les premiers chiffres qu'on a pu tirer de cette étude-là, donc sur l'étude menée avec Vector Plus. Diaporama suivante. Donc, ce qu'on a pu relever sur la forme et sur le fond deux plans, la forme et le fond, sur ce qu'on a identifié. Donc, sur la forme, on retrouve des exigences environnementales un peu disséminées de partout dans les DCE, dans différents documents, dans les règlements de consultation, dans les CCAP,
dans les CCTP, dans diverses annexes. Donc forcément, et c'est un peu noyé dans tous ces documents, sans vraie hiérarchie claire ou ni valeur juridique définie, et également beaucoup d'acronymes et de livrables, les PRE, les NRE, les COG, les SOZ, bon, beaucoup d'acronymes qui sont exigés en phase de consultation, et donc qui sont aussi également révélants dans l'exécution du marché. Ça, c'est sur la forme, et sur le fond, ce qu'on a observé, c'est des exigences qui sont parfois, n'ont pas de lien avec l'objet direct du marché. Par exemple, des critères RSE sur la gouvernance de l'entreprise, donc ce qui est assez en décalage avec forcément la réalisation potentiellement d'un ouvrage, des objectifs qui n'étaient pas forcément vérifiables. Parfois, on voyait des DCE avec beaucoup d'exigences dans la phase de consultation des entreprises, mais finalement pas de vérification derrière en phase d'exécution, avec des pénalités à l'appui, mais sur des choses qui n'étaient pas vraiment vérifiables. Donc ça fait sens avec le troisième point, une complexité des attentes qui a été analysée, et donc qui constitue un frein d'accès au marché pour les TPE et les PME, puisque même si on commence à intégrer des critères environnementaux, on souhaite que nos TPE et PME puissent pouvoir répondre également aux objets du marché. Et donc finalement un décalage entre l'arrêté de la pondération environnementale des critères ou des sous-critères d'attribution, donc qui était souvent entre 5 et 10 points, et la lourdeur des conditions d'exécution. Donc c'est ce que je disais, parfois de fortes pénalités en phase exé, alors que pour l'attribution du marché, finalement, la note environnementale pèse très peu. Donc un décalage qui est à venir rebalancer par la suite. Donc là, c'est les premiers constats qu'on a pu sortir de cette étude-là. À savoir que du coup, la FNTP rédige un document actuellement qui est en mise en forme pour faire part de toutes nos remarques et toutes nos remontées qu'on a pu faire sur les DCE, et notamment donner des bonnes pratiques pour améliorer un peu en ce sens. Nous, Tom, en précision, localement, c'est un petit peu le constat qu'on fait au niveau des entreprises, c'est-à-dire qu'on est, entre guillemets, challengé sur le volet transition écologique, et c'est quelque chose, la démarche de la FNTP, vous l'avez compris, est assez robuste, assez avancée, elle est assez ancienne par rapport à l'impact carbone du secteur. Mais c'est vrai qu'on voit un petit décalage parfois entre les annonces, les volontés, notamment à la maîtrise d'ouvrage, à qui on demande beaucoup, objectivement, sur le volet transition écologique, transition sociale, accompagnement. On voit beaucoup de demandes, beaucoup de choses à faire, et la réalité des marchés est parfois un peu différente. On l'a vu aussi, ce que tu as évoqué sur les normes, notamment sur les exutoires. Alicia en parlera, sur les déchets inertes, le réemploi, la valorisation. On a eu quelques contacts avec des maîtres d'ouvrage, par exemple, qui nous challengeaient sur le sujet du réemploi. Et en fait, dans les exutoires, ne serait-ce que les arrêtés de voirie ne permettaient pas l'utilisation de béton recyclé sur de la sous-couche ou du remblai de tranchées de canalisation. Donc on voyait en fait effectivement un petit décalage entre les annonces, la volonté du maître d'ouvrage, et après la réalité du marché et les possibilités offertes aux entreprises, le chiffre notamment sur le volet du réemploi. Le sujet des variantes, c'est un sujet qui est porté assez fortement par la FNTP au niveau de la direction juridique et des ministères, sur faire en sorte que la variante devienne un peu le principe et la non-variante l'exception. Donc c'est vrai qu'il y a un lobbying aussi pour permettre aux entreprises. On a des entreprises qui sont assez innovantes, qui voudraient proposer peut-être un peu plus de solutions, mais en fait les marchés sont assez fermés sur ces sujets-là. Donc tu évoquais le sujet du closier. Alors il y a beaucoup de sujets de closier. Je crois que le 3AR en propose aussi à destination de ses membres, de ses adhérents. On peut échanger un peu là-dessus, mais c'est vrai que on en parlera sur l'outil, parce que l'outil c'est notamment l'outil SEV, l'éco-comparateur, peut-être le cœur du webinaire de ce matin. Mais ce sujet des closiers, et quand même on sent bien qu'il y a un petit point, un petit décalage entre les obligations réglementaires et la prise en compte dans les marchés, notamment les marchés de travaux publics, sachant qu'on est très orienté quand même sur les marchés de voirie et qu'on a tous les autres domaines d'activité. C'est ça. Et donc justement, ça fait écho avec la dernière slide de cette présentation. Donc sur des premières recommandations que souhaite faire la FNTP, voire un closier. Voilà, très, très bonne transition, Sylvain. Et donc sur un premier axe sur la simplification d'organisation des DCE, ce que je disais, on avait donc des demandes environnementales disséminées un peu partout. Donc le but, et ce qu'on souhaite simplifier en recommandation par la FNTP, c'est donc de venir réduire le nombre de documents pour clarifier leurs fonctions. Donc le RC, le CCAP, le CCTP, et
et intégrer les exigences dans des documents vraiment et des articles dédiés. Également de prévoir une page essentielle de la procédure avec les critères et pondérations, les variantes autorisées, les clauses environnementales, et enfin de substituer des charges génériques de plusieurs dizaines de pages pour un peu en sorte de checklist environnementale qui sera intégrée directement dans le CCAP. Donc ça, c'est un premier point. Simplifier en fait l'organisation des DCE pour sa compréhension. Et un deuxième axe, de venir standardiser via des outils sectoriels reconnus. Voilà, tu l'as évoqué, Sylvain, l'outil CFTP, donc l'éco-comparateur développé par la FNTP, qui sert à venir évaluer globalement les émissions environnementales sur chantier. Donc voilà, de concentrer les efforts sur quelques outils robustes et reconnus, donc comme CFTP, et donc d'éviter la multiplication des méthodes de calcul, des outils, puisqu'en fait, l'entreprise derrière va devoir venir s'adapter à chaque outil du maître d'ouvrage, à chaque calculette Excel. Donc à long terme, c'est pas du tout bénéfique. Donc le but est plutôt de tout harmoniser via des outils reconnus par la profession, et également donc de constituer des closiers types co-construits donc via les clients, les entreprises, les fédérations, pour avoir des cadres d'analyse harmonisés. Donc ça, c'est pareil dans le document et l'étude qu'on rédige la FNTP avec Vector Plus sur l'analyse des clauses. On va avoir toute une partie annexe en fait qui va être des closiers types pour intégrer entre guillemets de la meilleure manière des critères environnementaux dans les marchés via des outils reconnus comme SEV, etc. Donc cette étude-là, alors elle est en train d'être mise en page actuellement. Elle sera disponible avant août 2026, donc pour la mise en place de la loi climat et résilience, et ça servira en tant qu'outil clé en main à la maîtrise d'ouvrage qui souhaiterait se pencher vers les sujets d'intégration de critères environnementaux. Et donc, elle sera diffusée en masse par la FNTP et relayée en région via la FRTP sur cette étude de la performance environnementale dans les marchés. Et c'était bon pour moi. Merci beaucoup, Tom. Donc, on va enchaîner avec l'état des lieux régional avec une présentation donc, de la CERC Nouvelle-Aquitaine. Alicia, je vous laisse la parole. C'est Kéliam qui va commencer sur la slide d'après. Sur la slide d'après. Celle d'avant, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas la slide, il doit manquer une slide. Bon, c'est pas grave. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude qu'on réalise sur les déchets inertes et les matériaux recyclés en Nouvelle-Aquitaine. C'est une étude qu'on réalise tous les 2 ans auprès des installations qui réceptionnent donc des déchets inertes. Elle va être reconduite en 2026 très prochainement pour les tonnages de 2025 et les résultats devraient sortir d'ici la fin de l'année. Mais aujourd'hui, on va vous présenter donc les résultats de la campagne 2024 qui portait sur les tonnages réceptionnés en 2023. Nous avions identifié 490 installations avec un taux de réponse de 71% et les non-réponses ont été estimées sur la base des enquêtes précédentes. Juste là sur cette slide, quelques éléments de méthode rapidement. Donc nous avons classé les installations en 8 catégories différentes selon l'activité principale déclarée, avec des installations de stockage de déchets inertes, des installations de stockage de déchets non dangereux, des carrières, des plateformes de recyclage, des plateformes de transit et des centrales d'enrobage avec les plateformes de recyclage associées. Et à chaque fois, donc nous avons fait la distinction avec celles qui avaient une activité de recyclage de celles qui n'en avaient pas. Et je te passe la parole, Alicia, ensuite pour le maillage. Pour le début d'une petite liste de chiffres qui arrive. Du coup, l'idée là, c'est effectivement de vous présenter ce qui se fait en termes de recyclage, mais pour avant ça, le travail qu'on mène du coup tous les 2 ans, c'est d'estimer la production des déchets inertes sur le territoire. Donc l'idée, c'est de se dire finalement, quel est le volume de ce qui a été généré par les chantiers de bâtiments et de travaux publics en Nouvelle-Aquitaine. Ce travail, on le fait depuis 2015. On voit qu'il y a une certaine évolution qui suit en fait naturellement l'activité des entreprises, enfin des chantiers. Et on est sur les dernières campagnes d'enquête entre 12 et 13 millions de tonnes de déchets inertes générés, sachant que une grande partie de ces tonnages sont portés par les chantiers de travaux publics, 85%, ce qui représentait en 2023 près de 11 millions de tonnes de déchets inertes générés. Donc là, c'était pour avoir une idée du volume de ce qui a à traiter sur le territoire. Et ensuite, donc si on passe à la slide suivante, nous, ce qui nous intéresse dans notre enquête, c'est de voir
quelles sont les installations qui vont venir gérer ces déchets. Et donc, on a en 2023, donc sur la campagne 2024, on avait identifié 490 installations. On voit que ça a bien progressé depuis 2015. Il y a une très grosse professionnalisation qui s'est réalisée entre la campagne 2016 et 2020, qui continue à se poursuivre, mais un peu plus en finesse sur ces dernières années, avec vraiment un maillage qui s'est quand même bien intensifié, une professionnalisation des pratiques également. Et si on regarde la partie recyclage, parce que c'est ce qui va nous intéresser par la suite, on voit qu'on a 295 installations qui proposent du recyclage. Je vais le détailler juste après, mais en gros, c'est tout ce qui est en vert. Ce sont des installations qui vont proposer du recyclage, que ce soit des ISDI, des carrières, des centrales d'enrobage ou des plateformes de recyclage. Et si on fait un tout petit zoom sur la diapo d'après, ce qu'on peut voir, c'est que donc on a l'évolution pour chaque type d'installation, enfin l'évolution sur les différentes campagnes d'enquête qu'on a pu avoir, et celles qui ont un petit carré vert un peu plus foncé derrière, ce sont celles qui font du recyclage. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que ça augmente partout, ça augmente énormément sur les plateformes de recyclage, c'est passé de 93 à 181 entre la première et la dernière vague d'enquête, donc ça a été multiplié par 2. C'est vraiment de ce côté-là qu'il y a eu une très grosse structuration de la filière, mais la structuration, elle passe aussi par des installations de stockage de déchets inertes ou des carrières qui vont finalement intégrer une activité de recyclage dans leur activité et qui ne vont pas se contenter de simplement, entre guillemets, valoriser les matériaux en remblai ou les enfouir, et qui vont vraiment aller chercher à recycler au maximum. Donc l'idée, c'est de se dire que tout est fait, tout est en train de s'organiser pour au maximum recycler ce qui peut l'être en tout cas. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Sur 2023, il y a 10 millions de tonnes à peu près qui ont été réceptionnées par les différentes installations. Et si on regarde la nature de ces déchets-là, on voit qu'il y a principalement des terres et des cailloux non pollués, 60%. Donc là, ça va plutôt être mis en remblaiement de carrière pour le coup. Le recyclage, il est d'un peu moins de 10%. Par contre, si on regarde sur le reste du camembert, le béton, 15% en jaune-orange. Les déchets d'enrobés bitumineux, ça représente 10%. Et les mélanges de déchets inertes, 14%. Le béton et les déchets d'enrobés bitumineux, ils sont particulièrement bien recyclés parce qu'il y a un intérêt économique à le faire. On est à plus de 90% de recyclage sur ces matériaux-là. Et les mélanges de déchets inertes vont également être plutôt bien, ou en tout cas de mieux en mieux recyclés. On est à peu près la moitié de ces déchets-là qui sont recyclés. Le béton va être, comme pour les mélanges de déchets inertes, plutôt orienté sur tout ce qui est sous-couche routière, enfouissement des réseaux, etc. Même s'il y a aussi des travaux qui sont faits pour recycler le béton dans le béton. Et les déchets d'enrobés bitumineux vont forcément être réintroduits dans les formulations d'enrobés bitumineuses à plus ou moins un taux plus ou moins important pour refaire de la route, des terrassements, etc. Et on peut passer à la suite. Et sur le maillage, du coup, là, on a positionné les installations sur leur répartition géographique. On voit qu'il y a des points un petit peu partout, même si on voit qu'il y a quand même des endroits où ça reste un petit peu blanc. Si on se focalise sur la partie recyclage, là, il faut regarder uniquement les points qui sont en vert. C'est ceux qui font des activités de concassage sur leurs installations. Et là, on voit qu'il y a d'autant plus de trous dans la raquette, notamment en Creuse, Corrèze, Dordogne et Lot-et-Garonne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ailleurs, mais c'est ceux sur lesquels on voit qu'il y a un petit peu plus de blanc. Après, il faut aussi réfléchir en termes de rentabilité économique de ces installations. Donc, voilà, il y a des petits sujets. Et bien évidemment, ici, on n'a que les plateformes qui vont traiter les déchets inertes. On n'a pas tous les points de reprise complémentaires qui existent, notamment à travers le maillage de la REP PMCB, qui sont donc les points de reprise, notamment les déchetteries publiques, les distributeurs et les déchetteries professionnelles, mais qui là vont plutôt être destinés à des plus petits tonnages et qui viennent un petit peu compléter certaines zones blanches qui n'apparaissent donc pas sur la carte. Donc une fois qu'on a dit ça sur quelles sont les installations, je laisse la parole à Kéliam pour préciser un petit peu les flux qui sont gérés sur ces installations. Parfait, merci.
Donc, comme Alicia vous l'a dit tout à l'heure, en 2023, il y a près de 10 millions de tonnes de déchets inertes qui ont été réceptionnés par les différentes installations et ça représente un taux de captation du gisement de 80%, qui était donc de 12,7 millions de tonnes, pardon. On l'a évoqué tout à l'heure. Et sur les 10 millions de tonnes, il y a 75% des déchets inertes qui ont été valorisés. C'est un taux qui est plutôt stable par rapport aux précédentes enquêtes. Et ce qu'on entend par valoriser, c'est par exemple donc soit recyclé, utilisé en remblaiement de carrière ou en aménagement sur site. Après, la valorisation est variable selon la nature des matériaux. Par exemple, le béton ou les déchets d'enrobés bitumineux se recyclent à plus de 90% et sont valorisés à plus de 90%. Donc sur la slide d'après ensuite, et si on s'intéresse au recyclage, en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu 3,5 millions de tonnes de matériaux qui ont été recyclés en 2023. C'est 1,4 million de tonnes supplémentaires par rapport à la première année d'enquête qui était en 2015. Et c'est également 3 fois plus d'installations qui ont une activité de recyclage par rapport à 2015. On est passé donc de 93 identifiés à 295. L'étude de la CERC pour le schéma régional de carrière estimait un potentiel donc à 4,2 millions de tonnes de recyclage à horizon 2030. Et au vu des résultats donc de 2023 et des années précédentes, on est sur une bonne dynamique pour atteindre ces objectifs. Voilà, puisque la filière se structure et se professionnalise de plus en plus. Et enfin, sur la dernière slide, merci, qui parle des granulats recyclés. Donc les granulats recyclés couvrent 8% des besoins en matériaux en Nouvelle-Aquitaine. C'est une part qui est très variable selon les départements, hein, comme on peut le voir par exemple en Gironde, c'est 15% des besoins. Et ça s'explique notamment par le fait que le département girondin ne dispose pas d'un grand nombre de carrières par rapport à d'autres départements. Donc peu de matières premières et le coût d'importation des matières premières est assez important. Donc le granulat recyclé est plus compétitif sur ce territoire. Et à contrario, sur le territoire par exemple des Deux-Sèvres, qui est un territoire qui dispose de plus de carrières, il y a moins de recours aux granulats recyclés parce que les matières premières sont à proximité, du coup avec un prix un peu plus compétitif. Donc voilà pour la présentation assez succincte des résultats de l'enquête 2023. Là, les prochaines enquêtes, sur la dernière slide, vous pouvez retrouver, il y a une monographie départementale, enfin une monographie régionale, pardon, 12 monographies départementales et une thématique, une plaquette thématique avec les chiffres clés et les grands enseignements de notre étude. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Donc, on enchaîne avec la présentation d'outils mis à disposition, avec notamment Zoom sur CFTP. Donc, je laisse à nouveau la parole à Tom de la FNTP. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer un peu ce qu'on propose à la fédération en tant qu'outil. Donc il y en a pour les entreprises ETP, mais pas que. On a des outils aussi ouverts aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit panorama sur nos outils, sur les différentes thématiques, et ensuite de venir se focaliser sur l'outil CFTP, qui est également un outil de levier de décarbonation du secteur. Donc tout d'abord, pour le panorama des outils qu'on propose, je vous les ai rangés par thématique. Donc à la FNTP, dans l'équipe transition écologique, on travaille sur plusieurs thématiques. Une thématique carbone et climat, donc là c'est mon pôle d'activité. Une thématique eau et biodiversité, une thématique d'économie circulaire et une thématique RSE. Donc on a des outils adaptés aux différentes thématiques. Je vais commencer par le pôle carbone climat, donc CFTP, l'éco-comparateur des travaux publics développé par la FNTP qui sert à évaluer l'empreinte environnementale sur chantier, donc des projets d'infrastructure, donc vraiment à l'échelle du chantier. On a un autre outil carbone, celui que j'ai présenté avant, Omega TP, qui lui évalue les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'organisation, donc de toute une entreprise, de toute une organisation. Donc c'est deux périmètres différents. Il faut bien l'avoir en tête, surtout en tant que maître d'ouvrage quand on souhaite commencer à intégrer des critères environnementaux dans les marchés et demander des bilans carbone, des bilans environnementaux. CFTP, c'est pour faire l'évaluation du projet d'infrastructure, donc à l'échelle du chantier. Omega TP, lui, c'est vraiment pour répondre aux exigences réglementaires de BGES à venir évaluer pour son organisation. Donc Omega TP échelle organisation, CFTP échelle chantier. Deux périmètres à bien avoir en compte. Pour la partie eau et biodiversité, on a un outil qui s'appelle LuciTP, qui est en fait un outil pour venir identifier des espèces exotiques et envahissantes sur chantier. C'est globalement une application, donc elle est à destination de tout le monde, hein, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise. Tout le monde peut la télécharger, une application sur mobile qui vient en fait scanner les espèces sur chantier et notamment générer des rapports en listant toutes les espèces envahissantes du site qu'on peut fournir à la maîtrise d'ouvrage. Pour la partie économie circulaire, on a un outil qui, lui, est réservé aux
aux adhérents FNTP, donc aux entreprises d'ETP, DTS Transfert, qui est en fait un outil pour faire de la gestion de déchets, notamment tenir un registre de suivi chronologique des déchets de chantier. Donc, c'est pour faire la traçabilité de déchets dangereux, de terres excavées, et notamment de transmettre toutes ces données-là à Track Déchets. Donc, cet outil-là disponible pour les entreprises adhérentes de la FNTP. Pour le volet RSE, la FNTP promouvoit un label RSETP, donc c'est un label sectoriel pour les travaux publics que la FNTP, auquel les entreprises et leurs parties prenantes peuvent venir candidater, entre guillemets, pour obtenir ce label, donc avec différentes échelles de performance. Si on souhaite viser le niveau le plus haut, en fait, il y a un audit qui peut être sur site entre 1 et 3 jours. Donc, ce label-là, forcément, pour le niveau le plus performant, engendre quelques coûts, on missionne des auditeurs. Mais donc, on a aujourd'hui entre 300 et 400 entreprises labellisées ou en cours de labellisation. Donc, des comités sont réunis plusieurs fois par an pour venir délivrer la labellisation RSETP qui est valorisable du coup pour accéder à des marchés bas carbone. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je présentais l'empreinte sectorielle. On peut valoriser ce label-là vraiment orienté secteur à la FNTP. Et enfin, un dernier outil, InfraClimat, qui lui est un outil d'adaptation au changement climatique, où en fait c'est une plateforme pareil de visualisation des risques climatiques en fait sur nos infrastructures, qui elle est accessible totalement par tout le monde, hein. C'est un site internet directement accessible. Donc tous ces outils-là sont gratuits, hormis du coup le label RSETP qui lui, si on souhaite le niveau le plus haut, il y a quelques coûts pour se faire auditer. Mais sinon, tous les outils sont gratuits et quasiment tous accessibles à tous. Il n'y a que Omega TP qui, dans un premier temps, comme j'ai dit, est réservé aux adhérents FNTP et DTS Transfert. CFTP, c'est ouvert à tous, maître d'ouvrage, maître d'œuvre entreprise. LuciTP, pareil, et InfraClimat aussi. Ensuite, diaporama d'après, pour vous accompagner en fait sur ces différents outils. Si vous souhaitez vous former ou monter en compétences, il y a une école de formation qui a été créée, donc qui est reliée à la FNTP, qui est l'école TP Demain, une école de formation digitale et qui organise donc des formations en présentiel. Donc, sur TP Demain, on retrouve donc des formations en présentiel ou des contenus digitaux. Les objectifs, c'est de monter en compétence sur les différentes thématiques que j'ai présentées jusqu'à présent pour les entreprises d'ETP, mais pas que, aussi pour les maîtres d'ouvrage, pour les maîtrises d'œuvre. Et comment ça procède? Soit via du contenu sur le site directement de TP Demain, soit par des formations dispensées en région. Par exemple, à la FRTP, on dispense des formations liées à l'école TP Demain, donc sur l'éco-comparateur CFTP ou sur d'autres thématiques qui peuvent être dispensées. Donc des formations de 1 à 2 jours en région ou bien en intra directement au sein des maîtrises d'ouvrage, au sein des entreprises ou au sein des maîtrises d'œuvre. Donc slide d'après. Là, je vous avais juste mis un petit peu le catalogue, un début du catalogue que l'école TP Demain proposait en tant que formation. Donc, par exemple, une formation sur les performances environnementales dans la commande publique, une formation sur valoriser les déchets de chantier, une formation sur la biodiversité, notamment avec la gestion de l'eau sur chantier, et enfin une formation aussi sur l'éco-comparateur CFTP, qui est globalement la formation la plus populaire et la plus dispensée sur toute l'échelle nationale, où on dénombre en moyenne 7 à 8 formations par mois sur cet outil-là, que ce soit pour les entreprises, pour les maîtres d'ouvrage, pour les maîtres d'œuvre. Donc, si vous êtes intéressé, il ne faudra pas hésiter à me contacter directement ou à contacter Sylvain. Je ne sais pas trop comment tu voudras procéder, Sylvain, mais pour toute la partie formation, il faudra peut-être venir vers moi et on relaiera en région. Non, mais pour préciser simplement, on est en phase aujourd'hui d'appropriation, comme tu vas le développer après, ce sera un premier module peut-être de sensibilisation pour ceux qui maîtrisent. On est très orienté sur la partie CFTP pour permettre aux entreprises de maîtriser l'outil qui va vous être présenté. On a fait effectivement la journée de formation performance environnementale dans la commande publique. Donc ça a été mis en place à ce que je disais tout à l'heure à Poitiers, Limoges, Bordeaux et Biarritz sur nos délégations. Donc on a effectivement eu du monde, mais la demande porte aujourd'hui sur l'outil CFTP qui est déployé par la FNTP. On n'a pas encore mis en place de formation à destination de la maîtrise d'ouvrage public sur le sujet. Sachant que l'outil, tu vas le préciser, est aussi en évolution un peu permanente. Donc, Parfait.
Et donc justement, maintenant, on va faire un focus sur l'outil CFTP où je vais le présenter de manière assez générale, tout ce qu'il peut faire, quel est le besoin, quelle est la finalité de cet outil-là. Donc l'éco-comparateur CFTP, pour la petite partie historique, donc c'est un outil qui est développé depuis un certain nombre d'années, hein, depuis 2010 en fait, via l'initiative de Trois Majors et donc de Route de France à l'époque. Donc un outil qui est très longtemps resté orienté travaux de voirie, travaux de route, en fait, puisque c'est Route de France qui développait l'outil. Mais depuis début 2023, depuis janvier 2023, c'est la FNTP qui a repris la main dessus. Donc là, le développement est à 100% côté FNTP. Donc ça a permis plusieurs choses. D'une part, sa mise à disposition gratuite pour tous, qu'on soit adhérent, non adhérent, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, tout le monde a accès à l'outil. Et d'autre part, l'outil a été ouvert aux différents corps de métier de la profession, donc plus uniquement un outil route, mais aujourd'hui un outil qui représente également des travaux électriques, des travaux de canalisation, de fondation, travaux de voies ferrées. On a une dizaine de métiers qui sont présentés dans l'outil. En termes de chiffres, pour situer un peu aujourd'hui, on dénombre environ 15 000 comptes qui ont été créés pour 1500 organisations. Dans ces 1500, on dénombre un quart de maître d'ouvrage, maître d'œuvre pour trois quarts d'entreprises. C'est des chiffres qui croient de plus en plus, de part, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec la loi climat et résilience qui arrive en août 2026. C'est un outil qui permet de venir répondre à des critères environnementaux. Donc forcément, il y a de plus en plus d'attention portée à cet outil-là et à ce sujet de la décarbonation. Dans les grandes lignes, donc l'outil SEV, le but de la FNTP, c'est vraiment de promouvoir un outil commun pour toute la profession pour éviter la multiplicité d'outils et permettre aux entreprises et aux clients de partager un langage commun sur l'outil commun, voilà, pour permettre de venir comparer des choses en fait comparables ensuite en appel d'offres. Donc l'acronyme de l'outil, en fait, c'est un système d'évaluation de variantes environnementales. Le but est de venir évaluer sur chantier vos solutions techniques, vos variantes environnementales quand le marché est ouvert à variantes, et donc de quantifier les émissions du projet que vous allez construire globalement. Donc l'outil est gratuit, propose une interface plutôt simple, en tout cas on essaie de la rendre la plus simple possible, permet de générer des rapports de résultats synthétiques de votre projet que vous allez évaluer sur différents indicateurs environnementaux, et l'outil est transparent, fiable et vérifié. Donc pourquoi transparent, fiable et vérifié ? En fait, l'outil, depuis juin 2025, est référencé sur la plateforme du gouvernement achatdurable.gouv, ce qui fait que l'outil, en fait, devient un outil de référence pour la profession, puisqu'en plus, il est donc mentionné par le gouvernement. Donc, c'est un outil qui rassure de plus en plus les maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient commencer à intégrer des critères, notamment carbone, dans ces marchés. Donc, en fait, on peut faire confiance à la base de données de l'outil, on peut faire confiance à son périmètre d'utilisation, à sa méthode de calcul, puisqu'il a été, en fait, référencé via un avis technique qui a donc été délivré sur l'outil. Le but de l'outil, comme je l'ai dit, c'est de faire un langage commun entre les donneurs d'ordre et les entreprises d'ETP. D'un côté, les entreprises vont pouvoir venir quantifier leurs solutions techniques, leurs projets, leurs variantes environnementales. Et d'un autre côté, les maîtres d'ouvrage pourront venir éco-comparer ces solutions entre elles pour choisir les plus vertueuses et également prédimensionner des offres. Qu'est-ce que j'entends par prédimensionner des offres ? En fait, aujourd'hui, ça fait écho avec l'étude sur les marchés. Quand on voit qu'il est demandé de fournir un bilan carbone, un bilan environnemental, très souvent, il n'y a pas de périmètre qui est défini. Donc, en fait, quand on va venir évaluer les entreprises et les comparer entre elles pour choisir la plus vertueuse sur ces résultats de son bilan carbone de son chantier, s'il n'y a pas de cadre défini en amont, on ne pourra en fait pas comparer entre elles les entreprises, puisque du coup, entre celle qui aura joué le jeu à comptabiliser tous les éléments de son chantier et d'autres qui se focalisent sur la partie béton-acier, par exemple, s'il n'y a pas de cadre en amont qui est prédéfini, la comparaison est vite impossible. Donc nous, via l'outil SEV, on essaie de pousser le fait que la maîtrise d'ouvrage peut venir créer des cadres d'études, des périmètres d'études, des squelettes de base dans l'outil qui est fourni aux entreprises pour ensuite cadrer au mieux la demande du marché. Donc l'outil est vraiment accessible pour toutes les parties en fait, de la profession. Ensuite, pour situer un peu l'outil, à quelle phase du projet il intervient. Donc il intervient en fait sur toute de la phase conception, donc la phase étude, jusqu'à la phase de réalisation. Donc en phase étude, on peut venir mentionner donc CFTP directement dans le règlement de consultation en venant cadrer le périmètre, en précisant par exemple les postes d'émission sur lesquels seront évaluées les entreprises, en précisant les indicateurs environnementaux sur lesquels ils seront évalués.
très important à faire dans le RC. Donc nous, dans le closier là, qu'on va rédiger côté FNTP, notamment pour en faire bon usage de Sève dans les marchés, c'est des clauses comme ça qu'on rédige. En fait, des clauses qui feront partie du RC pour venir cadrer au mieux l'usage de l'outil dans les marchés. Ensuite, en phase d'appel d'offres, donc de consultation des entreprises, comme j'ai dit, l'entreprise va pouvoir venir modéliser son projet dans l'outil et la maîtrise d'ouvrage pourra venir récupérer donc, les projets des entreprises ou les rapports finaux et donc les comparer entre elles sur différents critères, sur un même périmètre pour venir choisir la plus vertueuse. Et enfin, une fois que l'entreprise est sélectionnée et donc a remporté l'appel d'offres, on pourra venir suivre les données en phase d'exécution du chantier et donc venir comparer ce qui avait été annoncé en appel d'offres avec ce qui est réellement exécuté et voir donc s'il y a des écarts de données, des écarts sur les résultats, sur les indicateurs environnementaux au sein de l'outil. Donc là, ça peut faire écho à ce qu'on voit notamment parfois dans les marchés, que des pénalités ou des bonus sont appliqués. On peut venir vérifier ça directement au sein de l'outil en comparant la phase exé à la phase vraiment étude. Donc l'outil couvre vraiment tout le périmètre en fait, du marché, tout le périmètre du chantier. Donc justement sur la partie périmètre, on va regarder un peu où il se situe. Donc Sève, globalement, je l'ai dit, ça couvre le périmètre du chantier, donc en phase conception, construction. En phase d'exploitation et de fin de vie, c'est utilisable, c'est-à-dire qu'on peut venir modéliser des opérations de maintenance d'ouvrage ou de réparation, ou encore des opérations de démolition d'ouvrage, tout à fait possible. Ce qu'on ne peut pas faire dans l'outil, c'est vraiment la partie usage en tant que tel de l'infra. Par exemple, si je construis ma route, les usagers qui vont rouler sur la route, donc la partie usage de l'infrastructure, ça c'est sorti du périmètre de l'outil, puisque compliqué à évaluer, et parfois en dehors du périmètre du marché également. Nous, c'est vraiment focalisé sur la partie évaluer l'acte de construire de notre infrastructure. Et donc, dans ce périmètre-là, les postes d'émission qu'on peut venir comptabiliser, donc sur la diapo d'après, on va pouvoir venir évaluer différents postes d'émission, différentes ressources sur les projets. Donc, les 3 premières bulles, c'est globalement la partie production des matériaux. Donc, la partie extraction des matières premières, un transport en amont vers une usine de fabrication des mélanges et le processus de fabrication. Tout ça, c'est la partie matériaux qu'on peut venir évaluer dans l'outil. Ensuite, on pourra venir évaluer la partie transport, donc le fait d'amener les matériaux entre l'usine de production et le chantier. La partie mise en œuvre, donc les engins utilisés, les matériels utilisés sur site, qui seront évalués dans l'outil. Et enfin, tout ce qui est gestion des produits sortants, notamment, est-ce qu'on va venir faire du réemploi, par exemple, de nos déblais, les amener en plateforme de recyclage, aller les stocker, faire de l'incinération de déchets, tout type de fin de vie, en fait, qui sont possibles et modélisables dans l'outil. Donc ça, c'est vraiment le cadre courant d'usage de Sève dans les appels d'offres. Ce cadre-là, en tant que maître d'ouvrage, il est à préciser dès le règlement de consultation pour venir cadrer l'étude. Ensuite, diapo d'après, pour résumer un peu ce que j'ai dit, donc Sève permet de venir comparer l'empreinte environnementale de différentes solutions techniques à isopérimètre, pour comparer ce qui est comparable. Les bases de données, donc ça c'est un point très important. Dans Sève, on propose à tous les utilisateurs une base de données générique. C'est en fait une base de données où on a 500, 600 matériaux, plus de 200 engins, beaucoup de transports qui contiennent tous du coup des coûts environnementaux, des facteurs d'émission pour venir évaluer les émissions de son projet. Cette base de données générique, elle provient de bases reconnues comme la base empreinte de l'ADEME. On met à disposition dans CFTP. On vient piocher des éléments dans la base IGNIES, donc pour le bâtiment notamment, on retrouve beaucoup de fiches de déclaration environnementale et sanitaire qu'on met à disposition dans l'outil. Et également, on obtient des données de par nos syndicats de spécialité, Route de France, les canalisateurs, les travaux électriques, qui nous font des remontées de données à intégrer dans l'outil et à mettre à disposition de tous. Donc, ce sont des valeurs moyennes de coûts environnementaux, ces données génériques-là. Et en plus de ça, donc, chaque organisation peut venir créer de la ressource dans l'outil, par exemple, se créer une formulation d'enrobé avec des agrégats d'enrobé, par exemple, c'est possible en le faisant dans l'outil. Se créer potentiellement, je ne sais pas, un câble d'un fournisseur en particulier qui ne serait pas disponible dans la base commune de Sève. On peut venir créer son câble, le valoriser sur chantier. Nous, on demande par contre de venir justifier la ressource créée en déposant une fiche environnementale en tant que justificatif. Donc, en tant que maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, vous avez directement la visibilité sur d'où provient la donnée. Est-ce qu'elle provient de la base générique de Sève, via un code couleur, ou est-ce qu'elle provient d'une donnée créée par l'entreprise, justifiée ou non. Vous avez vraiment accès à la transparence de toutes ces données-là. Et donc, le fait de laisser ouvert un peu la base de données, ça
en tant que levier, pareil, décarbonation et d'innovation, pour venir proposer des solutions plus vertueuses dans ces projets. Et petit point, notez que pour le moment, dans l'outil, on n'a pas encore pris en compte toute la partie déplacement du personnel, donc domicile-travail, et toute la partie usage et infra des bases vie. Ça arrivera dans un second temps, dans un module qu'on va lancer en fin d'année, et je reviendrai quand je vous montrerai la petite slide sur la roadmap de l'outil. Ensuite, sur les indicateurs qu'on peut venir évaluer dans l'outil, donc je pense que vous connaissez tous l'indicateur sur les émissions de gaz à effet de serre, qui est globalement l'indicateur reconnu pour faire du bilan carbone. CFTP, donc à contrario d'un outil de bilan carbone pur, et multicritères environnementaux. C'est-à-dire qu'on peut venir évaluer l'entreprise sur différents indicateurs qu'on peut quantifier, donc 4 quantitatifs et 2 qualitatifs. Je vais commencer par les 4 quantifiables. On peut venir évaluer dans SEV la consommation énergétique de son projet. Donc, par exemple, ça va être toute l'énergie nécessaire pour fabriquer nos matériaux ou encore qui a été consommée pour faire marcher nos engins. On peut venir évaluer sur site. Un indicateur sur les émissions de gaz à effet de serre, donc en CO2 équivalent, le plus répandu. Un indicateur sur le transport qui vient évaluer en fait le fait de transporter 1 tonne de matériaux sur 1 km. Donc, ça met en avant notamment est-ce qu'on émet des matériaux qui proviennent à 5000 km du site. Est-ce qu'on fait du double fret ou alors est-ce qu'on émet des matériaux plutôt proches du chantier? Donc, c'est mis en avant dans un indicateur de transport. Et enfin, un indicateur sur la préservation de la ressource qui est en fait un peu lié à toute l'économie circulaire. On pourra venir quantifier dans l'outil des tonnes de déblais réemployés, des tonnes d'agrégats d'enrobés utilisés, ou encore des tonnes de matériaux recyclés utilisés sur chantier. Donc, en tant que maître d'ouvrage, c'est pareil, lorsqu'on mentionne SEV dans un marché, il faut préciser les indicateurs sur lesquels l'entreprise sera évaluée. Donc, sur un ou tous ces indicateurs-là, c'est possible. En tout cas, vous avez le choix, en sachant que je préconise, lorsqu'on commence à intégrer du SEV, c'est d'y aller étape par étape, potentiellement au début évaluer que sur un ou deux indicateurs, voir comment on arrive à analyser les résultats et ensuite d'élargir le périmètre dans l'outil. Pour ça, d'ailleurs, petit aparté, on fait des webinaires à la FNTP où on fait intervenir des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre sur l'outil qui donnent leurs bonnes pratiques quant à son usage dans les marchés. Donc, si vous êtes intéressé, il y a des replays disponibles directement sur le site de la FNTP. Donc, 4 indicateurs quantitatifs et 2 qualitatifs sur l'eau et la biodiversité, où là, on est globalement moins avancé dans l'outil. En fait, on n'a pas encore de manière de le quantifier sur la prise en compte de l'eau et la biodive. On vient juste indiquer des niveaux d'engagement de 1 à 4. Mais on aimerait bien pousser ce domaine-là un peu plus pour les ramener vers des indicateurs quantifiables, comme les 4 autres que j'ai présentés juste avant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'outil est donc multicritères environnementaux. Sur la méthode de calcul, je passerai rapidement dessus, mais juste pour vous expliquer comment ça fonctionne et ce qui est à venir rentrer dans l'outil. Donc là, j'ai rappelé sur la gauche les 4 principaux postes d'émission: matériaux, transport, mise en œuvre, frais de sortant. Ce qu'il faut venir rentrer dans l'outil, c'est ce que j'ai appelé les données études de prix. Donc, c'est du quantitatif. Pour ceux qui connaissent le bilan carbone, ça fonctionne pareil. On vient rentrer des quantités de matériaux, des kilomètres de transport, des jours d'usage d'engins ou d'ateliers. Et on y applique ensuite, nous, dans l'outil, des coûts environnementaux ou des facteurs d'émission qui nous calculent les émissions globales du chantier. Donc, dans l'outil, ça va assez vite. Ce qui prend plus de temps, ça peut être la récolte de la donnée en amont, ici. Voilà pour le petit point sur la méthode de calcul. C'est uniquement multiplier du quantitatif par des facteurs d'émission qui donnent donc l'empreinte environnementale du chantier. Petit point sur la fiabilité de l'outil, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour l'avoir un peu en image, pour ceux qui sont curieux, vous pourrez aller voir directement sur le site du gouvernement, achatdurable.gouv. Vous avez donc l'outil SEV référencé avec toute une FAQ qui aide à en faire bon usage dans les marchés publics et qui répond à tout type de questions que vous pouvez avoir sur l'outil. Pour avoir ce référencement, on a donc eu, comme j'ai dit, un avis technique de la part de l'IDRIM qui est venu vérifier toutes les hypothèses de calcul, toutes les bases de données. Donc, on a mis beaucoup de données à jour sur l'outil pour finalement avoir un avis technique favorable sur SEV, ce qui fait que c'est un outil qui rassure de plus en plus les maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient se lancer dans l'évaluation environnementale sur chantier. Et enfin, petit point sur la roadmap de l'outil. Comme avait dit Sylvain, c'est un outil qui évolue continuellement. Notamment, il y a eu des gros travaux de fait depuis que la FNTP a repris la main dessus. Et c'est pas fini, hein, ça continue d'évoluer. Donc,
début d'année 2026, on a sorti un module spécial pour faire du suivi environnemental de projet. Donc, c'est toute la partie exé. Comme je vous ai dit, on peut venir comparer une solution en appel d'offres à une solution en phase exé. On a donc un module qui est dédié à ça, donc d'évaluer son projet en phase de suivi de chantier. Pareil, il y a un webinaire qui a été fait dessus en février. Si vous êtes intéressé, il y a un replay qui est disponible où on montre comment ça fonctionne. En mars, donc le mois dernier, on a fait une première présentation de l'outil de CFTP international, puisqu'on souhaite ouvrir l'outil à des bases de données donc internationales, pas uniquement France comme aujourd'hui, mais notamment on a une grosse demande de la part du Canada qui souhaite utiliser l'outil dans leur pays. Donc on va ouvrir l'outil à l'international pour le Canada dans un premier temps, en tout cas. Donc on fait une grosse mise à jour là en mai 2026. Donc on intègre la notion internationale de SEV pour le Canada. On est en train de refaire tout le profil maître d'ouvrage dans l'outil pour qu'il soit plus adapté, plus simple d'usage et notamment pour venir comparer directement au sein de l'outil les projets des entreprises. Ensuite, pour la deuxième partie de l'année, on va reprendre par le développement d'un module de bilan environnemental de chantier. En fait, aujourd'hui, SEV, on parle d'éco-comparateur, on parle des solutions entre elles sur un périmètre bien défini. Là, dans ce module-là, ce sera plutôt pour évaluer tous les postes d'émission du chantier. Donc, par exemple, on va rajouter le déplacement du personnel et également l'usage et l'infra des bases billes dans l'outil. Donc, dans ce module-là, d'ici le second semestre de cette année. Et également, on développe je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais un configurateur pour générer des fiches FDES pour les enrobés qui sera disponible aussi pour la fin d'année. Et pour l'an prochain, on va élargir notre spectre d'action potentiellement vers un module d'éco-conception, notamment en prenant en compte la durée de vie de l'ouvrage, pour faire plutôt de l'analyse de cycle de vie complète sur toute notre infrastructure, donc pas uniquement sur la partie chantier, mais également évaluer peut-être l'usage de l'infrastructure et avoir des émissions au global sur la durée de vie de l'ouvrage complète. Et enfin, on intégrera des indicateurs d'économie circulaire supplémentaires pour répondre aux différentes lois, la LTECV, et notamment des PRPGD des différentes régions. C'est encore ici, c'est pas encore lancé, ce sera pour des projets sur l'an prochain. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, l'outil vraiment évolue continuellement. Nous, via les formations, via nos comités, on prend les retours de toutes les entreprises, également des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre pour répondre à leurs besoins, à leurs demandes. Donc, on essaye de répondre au mieux à toutes les parties prenantes de la profession. Et je pense que j'en ai fini. Voilà, je vous ai remis des documents utiles à la fin si vous serez intéressé sur l'outil et notamment mon mail de contact ensuite sur la dernière slide. Si vous avez des questions sur l'outil CFTP, il ne faudra pas hésiter à me contacter directement. Merci beaucoup, Tom. Juste, je rappelle avant de passer donc à la dernière intervention avec le retour d'expérience, qu'il ne faut pas hésiter, si vous avez d'éventuelles questions sur les différentes interventions, à les poser dans le chat pour qu'on y revienne juste après ce dernier temps d'échange. Mais donc, dans l'immédiat, je laisse la parole à Monsieur Hérault pour partager son retour d'expérience, notamment donc sur l'utilisation de l'outil CFTP. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc je me présente donc Stéphane Hérault, Limoges Métropole, donc je suis directeur de la voirie et donc effectivement nous utilisons l'éco-comparateur SEV depuis de nombreuses années. Donc on a participé dès le départ à la co-construction, je dirais, de cet outil avec à la base l'URSSIF et maintenant effectivement la Fédération TP. Donc slide suivant, donc voilà très rapidement le sommaire, donc je vais vous décrire un petit peu Limoges Métropole, quelques chiffres qui illustrent un petit peu la compétence voirie. Comment est-ce qu'on a incorporé l'outil CFTP dans le critère environnemental des marchés publics et après donc l'illustration par un exemple. Diapo suivante. Donc, il y a eu un engagement politique, effectivement, de la part des élus de Limoges Métropole, avec des objectifs du PCAET à 2050, d'avoir une émission de gaz à effet de serre diminuée donc à 69%, une consommation d'énergie diminuée, les polluants atmosphériques, idem, et par contre augmenter la production d'énergie renouvelable. Alors ça se traduit par différentes actions, que ce soit la partie TP, la partie bâtiment, la partie réseau hydraulique, réseau sec. Donc voilà, c'est un petit peu une politique globale et dont intervient la compétence voirie. Diapo suivante. Donc, sur quoi donc nous intervenons sur la compétence voirie, à savoir c'est l'aménagement de l'espace public en général. Nous agissons donc sur la création, l'entretien des voiries, qu'est-ce qui soit, je dirais, simple, urbaine comme rurale.
l'aspect signalisation, police, jalonnement directionnel, signalisation d'intérêt local, les parcs en ouvrage, aires de stationnement, aériennes ou en surface, aménagements cyclables qui se traduisent par des bidirectionnels cyclables, des voies vertes, et toute la partie sentier de randonnée qui permet de déambuler, je dirais, dans un secteur plutôt rural et champêtre. Diapositive suivante. En quelques chiffres, donc Limoges Métropole a un patrimoine voirie de 1500 km, on va dire, de voies revêtues, alors qui s'étale d'une 2x2 voies de boulevard périphérique jusqu'à des voies rurales qui font 3 mètres de large. Nous avons à peu près 225 ouvrages d'art cumulant ouvrages ponts franchissant des ouvrages ou des cours d'eau et des gros murs de soutènement, avec un investissement moyen, je dirais à peu près donc 21 millions d'euros de travaux d'investissement par an, et qui sont répartis de la manière suivante: 40% sur les accords cadres à bon de commande multi-attributaires et 60% à peu près donc sur des MAPA appels d'offres qui sont plus rares, ou des accords cadres à marché subséquents qui nous permettent de traiter assez rapidement les dossiers, sachant que nous traitons entre 35 et 50 procédures par an à peu près pour la compétence voirie. Donc, diapo suivante. Bon, là, je vais passer très rapidement, ça a été évoqué auparavant, donc, effectivement, l'usage de sève. On peut passer donc à la diapo suivante, je dirais même celle d'après, donc ça a été évoqué rapidement. Alors, comment est-ce que nous avons commencé à travailler avec sève? Donc, depuis 2012, effectivement, les élus ont souhaité intégrer un critère environnemental dans les consultations. Il y avait une forte motivation pour ne pas en rester qu'à la valeur technique et à la valeur du prix. On a aussi intégré donc un troisième critère. Et pour l'illustrer, pour effectivement pouvoir le juger derrière, donc Limoges Métropole a été partenaire un petit peu du développement de l'outil éco-comparateur CFTP, et on a commencé donc à intégrer. Alors je dirais avant 2014, sur l'année 2013, nous avons commencé à, entre guillemets, demander aux entreprises de s'exercer un petit peu, de se familiariser avec cet outil, sans pour autant le rendre dans le jugement des offres directement. C'était plus une information qu'elles aient le temps pendant une année complète de se familiariser, de les former, de prendre parce qu'à l'époque, il y avait une licence avec un paiement. Donc, du coup, c'était l'année un petit peu de transition pour qu'elles puissent se préparer. En 2014, donc, on a commencé effectivement à ce que dans le CFTP apparaisse dans le règlement de consultation. Notamment, on commençait tout à fait au départ par les matériaux hydrocarbonés, c'était les comparatifs de structures de chaussée. Et par la suite, à partir de 2015, on l'a décliné à l'ensemble des prestations d'un chantier, je dirais, de VRD, qui va des terrassements, de la bordure, des réseaux, des entreprises pouvant répondre à la fois sur la solution de base proposée par les maîtres d'œuvre, mais aussi sur les marchés sont à 75% ouverts à variantes sur les MAPA et les marchés, j'ai perdu le terme, accords cadres multi-attributaires, donc du coup qui nous permettent d'avoir les différentes solutions techniques. Voilà un petit peu le principe, le développement et l'évolution, ce qui nous a permis d'enrichir le critère. Alors, diapo suivante. Donc voilà l'exemple, l'illustration donc du règlement de consultation pour un dossier donc que nous avons traité il y a quelques années. Donc voilà, on met bien en valeur la valeur technique, la valeur du prix des prestations sur la partie basse, et au milieu, effectivement, nous avons un critère environnemental qui varie entre 25 et 30%, tout dépend du contexte, avec une analyse environnementale du site, la pertinence de mesures compensatoires qui sont quand même relativement importantes suivant le contexte du chantier, et on voit apparaître effectivement le rapport SEV qui est traité, alors qui est traité d'une manière assez similaire à celle du prix. On va garder la même règle de calcul pour que ce soit facilement compréhensible par les candidats. On fait une proratisation entre l'offre la plus performante qui a 20 sur 20 et forcément en proratisant sur les autres offres. Vous remarquerez que pour l'instant, il n'est qu'à 20% sur les 25% du critère environnemental. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour l'instant, il y a une volonté, quand on a expliqué en commission d'appel d'offres et vis-à-vis de la présidence de Limoges Métropole, jusque-là, on avait effectivement que la partie études, comparatif jusqu'à la partie DCE, mais on n'avait pas forcément mis en place le suivi derrière pour voir si les candidats mettaient un suivi, et comme on évoquait précédemment, on pouvait mettre en place donc des pénalités ou pas, suivant le non-respect ou effectivement un petit écart par rapport à la proposition initiale.
Donc voilà, tant qu'on n'avait pas mis en place cette démarche-là, on était, entre guillemets, limité à ce pourcentage-là. Voilà un petit peu le principe pour un marché public. Alors, diapositive suivante. Voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc ça, c'est en zoom, effectivement, 20%, donc c'est la diapositive suivante. Donc l'exemple, alors au départ, effectivement, on laissait un petit peu toute liberté aux entreprises de monter leur rapport SEV. Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte très rapidement que si on ne donnait pas une trame un petit peu générale, similaire, je dirais, aux détails quantitatifs estimatifs sur la partie prix, qu'on ait une structure avec uniquement que les entreprises puissent compléter les matériels, les engins à disposition, les rendements, les distances de transport, mais au moins tout ce qui était matériaux comparés et quantitatifs, on les figeait déjà, ça donnait une trame, une colonne vertébrale un petit peu au rapport SEV qui nous permettait d'avoir, une fois qu'on faisait les analyses d'offres, d'avoir des réponses qui soient comparables entre elles, que ce soit sur les bases comme sur les variantes. Donc du coup, on est vite arrivé à cette notion-là et qui permettait aussi dans un premier temps, en tant que maître d'œuvre vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, avant de mettre le marché public en publicité, d'avoir des comparatifs environnementaux, nous au sein de l'équipe, pour au moment d'un comité de pilotage, pouvoir justifier telle et telle solution technique vis-à-vis des élus pour faire un choix avant effectivement la réalisation. Donc là, on retrouve effectivement, donc on le décompose en chapitres sur la partie chaussée. Donc, diapo suivante, on a retrouvé derrière, ça c'est un exemple classique, la partie trottoir. Après, on peut le décliner en autant de chapitrages que l'on veut. L'objectif, que ce soit assez détaillé et que l'on puisse s'y retrouver par la suite. Diapositive suivante. Diapositive, voilà. Donc effectivement, donc nous jugeons sur deux indicateurs. Donc on a pris pour l'instant effectivement les gaz à effet de serre, donc qui sont quand même représentatifs et qui parlent bien à la fois donc sur un public et politique et sur lorsque l'on fait des réunions d'information aux riverains ou aux commerçants qui sont assez parlants, et l'énergie consommée sur un projet. Donc voilà, ce sont deux indicateurs pour l'instant qui avaient été retenus par Limoges Métropole. Effectivement, donc comme ça a été dit précédemment, peut-être que demain on le développera à d'autres. Bon, on en était resté là. Et comment on utilise un petit peu ces critères-là? Donc sur la diapositive suivante, on va voir un petit peu que comme le prix avec un comparatif, on utilise exactement le même mode opératoire par candidat. On va regarder la quantité de CO2 que sa solution émet, la quantité d'énergie, et on fait, dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, une proratisation. Le meilleur candidat à 20 sur 20, et les autres candidats, forcément, c'est décliné derrière. Donc, on est vraiment sur une règle mathématique qui nous permet d'être similaire à peu près aux critères prix. Et on leur incorpore après, du coup, dans le jugement de l'offre. Diapositive suivante. Donc voilà un petit peu très rapidement, donc en quelques minutes, voilà la politique pour l'instant générale environnementale sur la partie travaux publics de Limoges Métropole, en incluant donc le critère environnemental dans la majeure partie des marchés publics. Ça demande quand même tout de même une composition sur la partie études, mais aussi une vérification lors de l'analyse d'offres qui est quand même relativement lourde, qui doit être assez vigilante pour être sûr que l'on compare et qu'on ait un indicateur qui soit justifié. Et comme je le mettais dans la présentation, c'est que pour l'instant, nous, le prochain objectif, c'est d'appliquer cette notion-là sur la partie travaux, comment les surveillants de travaux, comment l'entreprise au quotidien va pouvoir enrichir un petit peu cet outil-là pour être sûr qu'à la fin de l'opération, on puisse valider qu'on est conforme vis-à-vis de la commission d'appel d'offres et du rapport de l'entreprise de la solution retenue. Voilà un petit peu la philosophie donc de Limoges Métropole, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc là arrive le temps du temps d'échange des questions. J'ai noté quelques questions sur le chat, notamment David d'ODIS. Et alors après, bon, j'ai pas le nom de la personne parce que c'est un numéro de téléphone qui s'affiche, mais la question concernant l'implication de la maîtrise d'œuvre. Donc je vous laisse, si vous le souhaitez, ouvrir vos micros et poser l'ensemble de vos questions. David, si tu souhaites commencer. Bon, je pose la question de David, qui était quels sont les objectifs de l'agglomération donc de Limoges Métropole côté réduction des déchets?
Alors, côté réduction de déchets, il y a aussi effectivement une démarche. Donc, nous incluons donc maintenant sur la majeure partie des chantiers, 70 à 80% des couches de fondation de chaussée sont en matériaux recyclés. Bon, comme les autres prestataires, nous travaillons effectivement sur le pourcentage d'agrégats d'enrobés dans l'ensemble des matériaux. Voilà, sur la partie déchets, nous on est principalement là, et on a aussi notre politique générale environnementale sur la désimperméabilisation un petit peu de l'espace public pour limiter la saturation des ouvrages existants et de favoriser le retour de l'eau. Mais ça, c'est plutôt une partie environnementale d'infiltration. D'accord, merci, très bien. Et autre question, donc c'était par rapport à l'implication de la maîtrise d'œuvre. Enfin, cela implique que la maîtrise d'œuvre soit sensibilisée et formée à la réalisation de ces trames. Donc là, je pense que la question a été posée lors du partage de retour d'expérience. Tout à fait, effectivement. Ouais. Donc, on a formé la maîtrise d'œuvre en interne. Donc, on a un bureau interne de 25 personnes qui permet effectivement donc la réalisation, comme je vous ai dit, de ces rapports SEV. Dans la sensibilisation, comment est-ce que l'on se projette? Alors, c'est pas toujours évident parce que SEV, il faut aussi avoir une casquette, une expérience chantier, parce qu'on parle de rendement, on parle de matériel à mettre en place. Donc, il faut avoir ces notions un peu là de réalisation. Mais il y a eu toute cette formation qui a été nécessaire de manière à pouvoir proposer dans un premier temps aux élus ou aux équipes qui valident des projets, et dans un second temps, pour monter les marchés publics, une certaine connaissance de l'outil. Et tout cela, effectivement, sous la houlette de la maîtrise d'ouvrage, qui est motrice et force de proposition sur cette démarche. Et si je peux compléter, donc ces formations-là peuvent soit passer par la maîtrise d'ouvrage ici directement, mais également dispensées, comme je précisais tout à l'heure, par l'école de formation TP Demain qui en dispense également aux maîtrises d'œuvre. On en a. Alors sur la région Nouvelle-Aquitaine, depuis le début d'année, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais il me semble pas qu'il y ait eu de maîtrise d'œuvre formée via TP Demain. Mais à l'échelle du territoire, en tout cas, ça a déjà été le cas plusieurs fois en interne chez des maîtrises d'œuvre. Merci pour ce complément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ouais, c'était bon, vous avez bien répondu Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur les différentes interventions? Je vous invite à ouvrir vos micros et à poser directement la question si c'est le cas. Oui, bonjour, excusez-moi. L'agence technique départementale en Dordogne. Oui. Voilà, j'interviens directement via le micro, c'est plus simple. Bon, écoutez, merci pour toutes ces présentations qui illustrent un petit peu la volonté d'intégrer tous ces critères environnementaux. Moi, la plupart de notre activité, nous, à destination des petites collectivités où on n'utilise pas d'enrobés, où il n'y a pas forcément de gros terrassements, de mise en place de renouvellement de couches de chaussée ou de création de structures. Donc, on est souvent sur l'entretien de la voirie. Et c'est vrai que je suis assez prudent sur la mise en place de tous ces critères, tous ces outils, tous ces indicateurs. Et c'est vrai que je dis attention, n'oublions pas les petites collectivités, les petits maîtres d'ouvrage qui vont être concernés pour mettre en place tous ces critères, qui pour l'instant sont peut-être plus contraignants qu'avantageux. Et derrière, on voit, comme l'a exposé le collègue de Limoges Métropole, c'est qu'il faut quand même une batterie de personnel qualifié pour pouvoir mener ces analyses, pousser tout ça à bout. Et voilà, faut pas qu'on oublie dans les radars qu'il y a des petits maîtres d'ouvrage et qui seront peut-être très en difficulté dès lors qu'il faudra mettre en application toutes ces contraintes environnementales et tous ces critères. Voilà. Peut-être pour compléter ce que vous dites, on a le même sujet, la même problématique vis-à-vis des entreprises en fait. C'est aussi pour ça qu'on essaye, parce que il faut que SEV soit ou l'éco-comparateur soit un outil, j'allais dire global, un peu commun. Après, on prend pas évidemment, mais il faut pas que ce soit non plus un outil à exclure des TPE, des PME. Qui sont peut-être moins à l'aise avec ces sujets-là, parce que bon, Tom a présenté de façon synthétique, et je crois que c'est un outil qui est très très robuste. Et nous, on rencontre à la fois des grosses collectivités. Hein. Bon, moi, je suis plutôt sur Bordeaux, donc Bordeaux Métropole, Conseil départemental de la Gironde,
et il y a aussi le sujet des grosses collectivités avec des marchés peut-être complexes aussi, sur des systèmes d'accords cadres. Donc en fait, c'est un peu ce sujet de granulométrie. On avait signé des conventions d'engagement volontaire avec les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine après le Grenelle de l'environnement, les TP avec notamment les conseils départementaux. Je sais que le département de la Gironde utilisait SEV, alors quelques problématiques actuellement, mais utilisait SEV sur un certain niveau de marché. C'est-à-dire qu'il ne l'utilisait pas sur tous les marchés publics, de voirie. De mémoire, c'était il y avait une granulométrie à 200 KE minimum, etc. Donc, je suis d'accord avec vous. Faut que ce soit un outil de progrès commun. Faut pas que ce soit un outil à exclure, à laisser sur le côté, sachant que l'outil, oui, est quand même très robuste. Souvent, on nous dit, je veux faire, mais oui, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu des injonctions contradictoires. C'est très robuste, et en même temps, vous êtes, vous, en tant que maître d'ouvrage, assez challengé sur le sujet. Oui, il y a de ça, effectivement. Et puis le risque, c'est de voir dans nos consultations peut-être des candidats qui répondent, qui sont à l'aise avec tout ça, ces outils, qui ont mis en place plein de filières de gestion des déchets, et à l'inverse, d'écarter des petits locaux qui travaillent très bien et qui verront en fait une grosse difficulté à pouvoir participer à ces consultations dès lors qu'on leur demandera tout un tas de justifications en termes de process, en termes de gestion des déchets, de gestion du matériel, voilà. Même si effectivement il faut que tout le monde fasse un effort, mais voilà, je voulais juste attirer un peu l'attention sur, je pense, ces difficultés-là qui seront les nôtres dans les mois à venir avec l'intégration de ces clauses ou de ces critères. Ouais, nous, on l'a bien en tête aussi côté FNTP. Et comme tu disais, Sylvain, en toute honnêteté, c'est pas facile. Enfin, là, de pousser un outil global pour tout le monde, mais également sans que ça soit un biais pour les PME, TPE. Parce que finalement, nous, le but de CEF, c'est de faire un outil gratuit et accessible pour tous. Donc, notamment d'embarquer les TPE, PME, aussi les plus petites maîtrises d'ouvrage, tout en essayant d'harmoniser un outil global pour tous. Mais on l'a bien en tête et c'est aussi un sujet côté FNTP. Donc, je pense, comme a dit Sylvain, voilà, ça peut passer par uniquement faire du CEF sur un certain type de marché. Mais nous, voilà, on a bien pris en compte ces biais qui peuvent exister quant au déploiement de ce genre d'outils. Oui, c'est vrai qu'on parle de SEM, mais je parle bien de la démarche environnementale de manière globale sur les travaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des obligations fortes qui pèsent sur la commande publique. Nous, on en dépend. Donc, on voit bien les contraintes à la fois sur le volet environnemental, financier, budgétaire, technique, juridique, parce que on touche aussi à ça, au marché public. Faut pas exclure. Nous, on y est attentif aussi. J'ai vu, il y avait des questions sur le label RSE. C'est dans le cadre de l'exécution du marché, en fait. C'est outils équivalents. Donc, il faut trouver la bonne granulométrie. Moi, je reviens un peu là-dessus. Limoges fait un peu partie des moteurs sur le sujet, mais je pense que vous l'appliquez pas à tous vos marchés publics. Alors, effectivement, on l'applique à aux marchés publics, on va dire, qui présentent un intérêt de varianter, de proposer des solutions. Aujourd'hui, sur les MAPA, on doit être à 70% à peu près. Il y a quelques marchés qui ne sont pas effectivement intéressants sur ce type de prestations-là, ou que la maîtrise d'œuvre a une solution technique très, très précise. Et du coup, ça ferme un petit peu l'intérêt de mettre un critère environnemental CFTP dans le marché. Merci beaucoup pour cet échange et ces compléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? J'ai eu une question sur le label RSE en Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si c'était le nombre de labellisés, mais le nombre de labellisés RSETP en Nouvelle-Aquitaine est de 39. Voilà, j'ai demandé l'info là à ma collègue en charge de label RSE. Et juste sur la liste des maîtres d'œuvre formés, je pourrais la transmettre aussi. Juste que je retrouve mes docs, mais je l'ai, et je pourrais la transmettre pour vous dire. Mais globalement, ce que j'ai en tête là sur les grosses maîtrises d'œuvre qui étaient formées à l'outil, c'était Cabinet Merlin, qui a fait plusieurs sessions de formation sur tout le territoire. On avait Bérim récemment, mais c'est globalement des grosses maîtrises d'œuvre qui, pour le moment, ont été formées. Il y en a eu des plus petites en région, mais il faut que je retrouve les stats. Mais je pourrais le diffuser par la suite.
D'accord, très bien. Mais est-ce que l'information, elle est librement accessible ou pas sur le site ou Ouais, la formation, alors la formation, elle est pas gratuite, l'information? hein. La formation, elle est payante sur les formations SEV pour la journée. C'est accessible sur TP Demain L'information, directement. non, la question, c'est sur l'information justement des structures formées. Est-ce qu'on peut retrouver Ah, l'information sur non, je crois pas qu'elle est diffusée D'accord. quelque part sur Internet. Donc, il faut là que je vais chercher. Si vous voulez transmettre pour diffuser, il faudra que j'aille la chercher. Ok, très bien, merci. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Antoine Donche, notre partenaire de l'ADEME, qui souhaitait apporter un complément. Ok, bonjour à tous. Bon, bah déjà, bravo pour la mobilisation. Nous, on est très contents. Ça fait pas mal d'années qu'on a participé à faire qu'il y ait ce réseau des acheteurs publics avec le 3AR en Nouvelle-Aquitaine et que dans le cadre de notre convention, spécifiquement, on dédie une ligne pour qu'il y ait un groupe de travail à la fois sur la partie bâtiment et sur la partie TP, donc dans lequel s'inscrit ce webinaire. Donc, ça fait plusieurs années déjà qu'on échange avec tous les partenaires qui ont participé, la CERC, la FRTP, ODIS, voilà, vraiment tous ces gens-là, vraiment encore une fois, merci. Merci pour le témoignage de Limoges Métropole qui montre bien comment un acheteur public, quand il s'empare du sujet, il peut utiliser la diversité des outils juridiques pour progressivement s'adapter à une situation, à une maturité, tant de ses équipes en interne que des entreprises de son territoire. Donc voilà, c'est tout ce discours-là, ce dialogue-là qu'il faut réussir à développer, à professionnaliser aussi pour comprendre toute cette complexité qu'il y a derrière l'évaluation environnementale, toute cette complexité aussi des outils juridiques. Mais en tout cas, on voit bien que ça progresse, on voit qu'il y a une envie, on sait qu'il y a un décalage parfois entre certains discours et des mises en œuvre, mais on voit que c'est des choses qui sont complexes et on voit qu'il y a une envie et qu'il y a un alignement, une cohérence qui se met en place et que je pense le 3AR participe à cette professionnalisation et à accélérer finalement la diffusion de ces bonnes pratiques. Donc, bien évidemment, le webinaire, c'est qu'un point d'étape dans tout ce travail-là et qu'on va avoir encore dans les prochains mois des réunions avec tous ces partenaires pour continuer à mettre en place des formations, des sensibilisations, des accompagnements de projets pour vraiment aller décortiquer depuis l'espace dont vous avez entendu parler, vous avez vu les décryptages, pour qu'ils se renforcent dans ce qu'ils écrivent dans ces spasères, dans leur politique, dans leur stratégie, jusqu'à des marchés très opérationnels. Et puis, j'ai bien entendu, hein, on le sait très bien, au sein du 3AR, il y a des structures de différentes tailles. Et l'idée, c'est pas du tout de créer des carcans qui feraient qu'on ne s'adresserait à la fois qu'aux grosses maîtrises d'ouvrage et qu'à des gros faiseurs. L'idée, c'est qu'avec ces outils-là, en tous les cas, pour des marchés assez significatifs, ça permet de structurer les démarches, ça permet de contribuer à des résultats en termes de plan climat et d'avoir des résultats très opérationnels et de ne pas discriminer non plus des entreprises sur la base de positions parfois dogmatiques ou des évaluations environnementales qui seraient erronées parce que les gens ne maîtrisent pas ce qu'ils posent comme question aux acteurs. Il y a eu l'exemple donné par Tom qui était tout à fait celui-là. Le fait de demander un BGS à une entreprise sur son organisation ne vous éclaire pas sur l'achat d'un chantier. Donc voilà, toutes ces choses-là, on les a bien en tête. Et je pense aussi, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que l'idée, c'est de ne pas considérer, parce que l'entreprise est locale, et même si on a l'habitude de travailler avec elle, qu'il ne faut pas la challenger, parce que il faut aider ces entreprises à comprendre qu'elles doivent progresser également sur cette offre structurée, sur la gestion des déchets, sur les données climat, etc. Sinon, ça risque de leur tomber dessus d'un seul coup à un moment donné, quand ça deviendra complètement réglementaire. Et là, pour le coup, en ayant voulu les protéger ou trop les protéger pendant un certain temps, eh ben, ça risque de faire un effet coup près au bout de 10 ans. Donc attention, il faut ajuster. C'est une réalité, hein, ce que vous disiez pour la Dordogne, on en est bien conscient, mais attention de quand même accompagner ces entreprises et faire bouger son vivier sur son territoire à toutes les granulométries pour pas que ça fasse cet effet. En tout cas, voilà, moi ce que je voulais dire, et encore bravo pour la mobilisation, puis longue vie aux travaux du 3AR sur les TP.
Merci beaucoup, Antoine. Je n'ai pas de nouvelles questions, de nouvelles remarques. Aussi, on va clôturer ce webinaire. Donc, encore merci aux intervenants et intervenantes pour vos présentations complètes et fort enrichissantes. Merci aux personnes qui ont participé. Vous avez été nombreux et nombreuses. Donc, comme mentionné au début du webinaire, donc le webinaire a été enregistré et on communiquera sur le site 3AR et via aussi nos partenaires sur le support et le replay, et vous pourrez accéder donc aux coordonnées des différents intervenants et intervenantes. Donc, ne pas hésiter à leur adresser directement vos remarques ou vos questions si certains éléments vous viennent à l'esprit un peu plus tard. Donc, merci encore. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux temps d'échange sur la thématique.